Voilà, l'équipe du PESL arrive tous en même temps. Alors bonsoir à tous. On est très fiers de voir autant de monde pour cette conférence. Merci beaucoup à Josette Serre qui va... J'ai discuté déjà 10 minutes avec elle et j'ai déjà envie d'entendre tout le reste. Donc voilà, ce festival de la parentalité avait pour but d'aider les parents, les grands-parents, de vous aider à réfléchir, à cheminer sur votre rôle de parent. Et je souhaite la bienvenue à Josette Serre qui va nous éclairer sur le développement de nos enfants, peut-être nous donner des pistes pour être de meilleurs parents, de meilleurs éducateurs. On verra. En tout cas, merci beaucoup et puis bonne conférence à tous. On me le permet. Bonsoir. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont présentes là de s'être déplacées, parce que se déplacer un jeudi soir, c'est pas forcément toujours facile, avec le travail, tout ça, bon, les enfants à gérer. Et je voulais aussi tout particulièrement remercier le cinéma de Hauteville de nous accueillir, mes collègues qui m'ont beaucoup aidé dans l'organisation de cette journée, parce que sans elles, ça n'aurait pas fonctionné, la journée était trop courte. Bien sûr, Josette d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait ce déplacement. Nicolas qui a accepté de filmer et donc de passer sa soirée avec nous. Et donc je vous souhaite une bonne conférence. Je vous laisse entre les mains de Josette. Bon merci. Oh, faut que je le mette trop près parce qu'il a l'air d'être... Et puis en plus, comme je suis filmée et que je sais qu'il ne faut pas que je bafouille, ça va être terrible. Bon, je vais essayer justement de vous faire part un petit peu de tout ce que je peux vous transmettre, des connaissances que j'ai acquises tout au long de mon expérience professionnelle en travaillant dans un laboratoire du CNRS. Donc moi j'étais vraiment passionnée par ce cerveau en construction qui nous montrait des compétences qu'on ignorait vraiment, et je pourrais dater à peu près dans ces 30 dernières années une explosion de connaissances que nous avons maintenant qui remettent beaucoup en question les connaissances d'avant, donc il va falloir se mettre à jour. Et il y a des fois vraiment, bon, on avait appris des choses, certains avaient appris même les stades de Piaget par cœur, vous pouvez oublier, parce que maintenant on voit les choses un peu autrement, et donc c'est comme ça que ça peut être intéressant. Et là j'avais envie de vous transmettre ça aujourd'hui en tant que parent et peut-être professionnel aussi, voir un petit peu ce qui est essentiel dans le développement d'un tout petit, parce que vraiment si on répond à ses besoins, en fin de compte c'est facile, mais encore faut-il les connaître. Donc on va essayer déjà tout de suite de comprendre ce qui va se passer quand on va se donner la mission de s'occuper d'un enfant. Un parent, évidemment, il est en mission. Donc il y a un chercheur que j'aime beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Alison Gopnik qui dit, bon, quand vous êtes vraiment en face d'un enfant, voulez-vous être plutôt charpentier ou être jardinier ? Et en fin de compte, elle montre que justement, déjà dès le départ, on peut avoir une idée de vouloir formater l'enfant, le faire rentrer dans le moule. Là, il va faire Polytechnique plus tard, ça c'est sûr. Ou alors, on a semé la graine et puis on a tout fait pour qu'elle pousse bien, mais on ne sait pas trop. Ça va donner ce que ça donnera. Alors, c'est plutôt évidemment le versant jardinier qu'on aimerait. Et dans le temps, nos centres d'accueil pour les enfants s'appelaient des jardins d'enfants. Donc, on est vraiment bien dans la botanique. Et vous allez voir que je vais continuer dans la botanique parce que le cerveau aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait comme une belle plante. Alors, on a aussi vraiment des professionnels qui, des fois, se donnent des missions impossibles. On va leur apprendre les bonnes manières. Bon, c'est peut-être pas tout à fait la première urgence avec un tout petit, mais quelquefois on sent que ça va être aussi un peu le désir des parents. C'est ça aussi, cet enfant va être un peu notre vitrine. Et donc, s'il se conduit pas très bien en société, on va penser qu'on est des mauvais parents, donc des fois on va soigner un peu la vitrine. Mais on a évidemment beaucoup d'autres choses à faire. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est comment est-ce qu'on apprend. Et là, si on n'a pas tellement idée de comment notre cerveau apprend, on va peut-être forcément trouver d'autres pistes pas forcément utiles. Alors, la recherche nous dit que peut-être que c'est pas utile de se précipiter, mais vous avez été trompé pendant pas mal de temps par certains ouvrages. Il y a un bouquin que vous avez peut-être déjà croisé qui s'appelait « Tout se joue avant 6 ans ». Peut-être que vous l'avez connu parce qu'il a fait des ravages, ce bouquin. Dans les années 70, alors que c'était la traduction d'un livre en anglais, c'était un Américain qui a appelé son livre « How to Parent », comment devenir un parent. Neutre, Mais la maison d'édition française s'est dit « Oh là là, il nous faut un titre choc, tout se joue avant 6 ans ».
Donc là, les parents ont acheté le livre, ont lu que la couverture et se sont dit, dépêchons-nous. Et là, le mercredi, nous avions des parents qui enfilaient vraiment le cours de solfège, le cours de judo, le cours de piano et tout. Et ça devenait vraiment l'enfer parce qu'il fallait se dépêcher avant que ce soit trop tard, hein, et que notre bébé soit périmé. Donc là, évidemment, grande effervescence. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, je ne faisais pas beaucoup d'activités avec ma fille parce que des fois, elle restait en pyjama le mercredi. Et donc, d'autres mamans me regardaient un peu de travers en se disant, franchement, elle fait pas grand-chose. Et cette même maison d'édition, elle a changé le titre quelques temps après, parce que ça avait bien été bien payant. Tout se joue avant 3 ans. Même bouquin. Hein. Alors là, on a retrouvé les parents à la crèche. Et très demandeurs. Hein. À leur crèche, il fallait avoir des résultats. Le soir, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, hein, les activités et tout. Et là, les parents étaient vraiment très très inquiets parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps devant soi. Hein. Alors en effet, tout ceci est absolument à rayer de vos préoccupations. On n'est pas du tout à avoir une date limite. Nos tout petits ne vont pas avoir à faire des choses avant 3 ans ou avant 6 ans. Puis je reprends plutôt l'expression de Boris Cyrulnik que j'adore, tout se joue avant la mort. Vous avez le temps. Hein. Et il y a plein de moments où on va apprendre, et la preuve, aujourd'hui, vous allez apprendre des choses et vous avez dépassé 6 ans. Hein. Et donc c'est tout à fait possible. Alors, déjà aussi, grande idée, notre tout petit naît très immature. 9 mois de gestation, c'est vraiment pas assez. On dit qu'il est né à terme. Oui, à terme pour un bébé prématuré. Voilà, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Absolument incapable de survivre tout seul. Et c'est vraiment de survie qu'il existe. Donc, dans le ventre de la mère, tout se passait bien. Nourri, blanchi, logé. Là, d'un seul coup, à l'extérieur, plus rien ne marche. Donc, il va falloir maintenant complètement dépendre des autres. Et cette notion de dépendance, elle est très, très importante chez le petit humain, parce qu'en effet, on va voir que nous sommes une espèce altriciale, c'est-à-dire une espèce dont le petit va dépendre très, très longtemps des soins de ses parents. Alors, on va avoir évidemment plein de moments différents pour s'occuper de cet enfant, et on va voir que justement cette grande immaturité va nous demander une grande énergie. Donc on va se relayer auprès de cet enfant. Au début, ça sera papa et maman jour et nuit, ça c'est leur boulot. Ensuite, on va confier cet enfant peut-être papy, mamie et babysitter, puis ensuite peut-être dans un lieu d'accueil collectif ou individuel, puis l'école, puis l'université, puis les apprentissages. Voilà une longue période où l'enfant sera pris en charge par des adultes qui vont s'occuper de lui. À tel point que dans nos sociétés civilisées, on a tellement bien compris que nos tout petits avaient énormément besoin d'être secondés par des adultes qu'on en a fait des professions. Et certains sont payés pour ça. Hein, ce sont donc les professionnels de la petite enfance et les enseignants. Donc on a tout à fait vraiment bien compris que ce petit devait être accompagné. Et celui qui le disait bien mieux que moi, c'est Winnicott qui disait « un bébé tout seul, ça n'existe pas ». Donc on a vraiment ce bébé qui ne pourra jamais être tout seul parce qu'il ne pourra pas survivre. Et donc il va être vraiment pris en charge par la collectivité. Par une collectivité qui en plus a particularité, comme tous les humains, d'avoir ce qu'on appelle l'intention pédagogique. C'est-à-dire que n'importe quel humain, en présence d'un tout petit, a envie de lui apprendre des choses. Et donc on va se mettre à la portée de l'enfant et on va essayer de lui donner un petit peu des ouvertures. On va lui, c'est la première fois qu'il voit un pissenlit, donc on va regarder le pissenlit avec lui. Et ça va être vraiment toute une suite de découvertes que nous allons proposer à l'enfant, mais avec justement cette intention pédagogique. Donc là, en comparaison, si on regarde d'autres espèces animales, la plus proche de nous, un chimpanzé, quand maman chimpanzé se casse une noix, elle le fait pour elle. Hein, elle ne s'occupe pas de savoir si ça va intéresser son petit. Après, le petit, s'il l'a vu faire, pourra l'imiter et faire ce qu'il a vu. Mais elle n'a pas fait cette activité avec une intention de démontrer à son petit comment faire. Mettez une maman humaine dans la même circonstance, totalement différent. Elle se met à hauteur d'enfant. Elle l'appelle pour être sûre qu'il la regarde bien. Elle va parler doucement. Elle va détailler ce qu'elle fait. Elle va lui montrer plusieurs fois. Après, elle va lui donner l'objet pour qu'il fasse. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est vraiment cette attitude absolument typique des humains qui est de justement se mettre à portée d'enfant pour lui apprendre, parce que nous avons en nous cette idée qu'il faut absolument les aider à grandir et les aider à apprendre. Ils ne peuvent pas être tout seuls lâchés dans la nature.
Alors, comparaison avec d'autres espèces, comme maman poule, bon, bah, maman poule, elle s'occupe un peu de ses petits poussins, mais pas très très longtemps, ça va pas être une grande partie de sa vie. Et puis, ce que j'aime bien aussi noter, c'est que, bon, souvent dans les crèches, on me chante la chanson de Papa Tortue et de Maman Tortue, alors que dans la réalité, il n'y en a pas. Hein. Maman Tortue, elle pond ses œufs et elle s'en va, elle se retourne même pas, elle n'a rien à faire de ses œufs. Elle se dit que sur le nombre qu'elle a mis, il y en aura peut-être qui vont survivre, mais elle ne va pas s'occuper de savoir s'ils sont bien éduqués ou pas. Donc en effet, nous sommes une espèce qui, elle, va avoir d'une façon très coûteuse à s'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit capable de pouvoir devenir autonome, c'est-à-dire qu'il est capable de survivre seul, sans personne à côté. Là, je vous laisse mettre l'âge. Hein, on va vraiment aller dans quelque chose qui vous paraîtra tout naturel. Hein, je pense que là, vous y êtes tous, 25-30 ans. Hein, voilà. Hein. Donc, on va attendre l'autonomie d'un petit humain quand d'un seul coup, il sera capable de survivre seul, c'est-à-dire de bosser, de se payer son beefsteak, de payer ses loyers. Voilà. Donc là, il sera autonome. Alors là aussi, en crèche, des fois, on parle d'autonomie de l'enfant. Bon, un enfant n'est pas autonome, de toute façon, et petite pointe d'humour, ne cherchez surtout pas à le rendre autonome, vous allez perdre votre boulot. Parce qu'en fin de compte, c'est parce qu'il n'est pas autonome qu'on a besoin d'autant de personnes pour s'occuper de lui. Hein. Donc, en effet, il ne sera pas autonome tout de suite, au sens biologique du terme. Vous, quand vous parlez d'autonomie, c'est parce que maintenant, il s'est rangé ses chaussons tout seul. C'est un début. Hein. Mais on va peut-être avoir un petit peu plus besoin de le laisser mûrir tranquillement. Et autre chose maintenant, justement, avec toute cette possibilité, l'enfant va se retrouver maintenant plutôt, on pourrait penser que cette grande dépendance est une fragilité, que l'enfant, à cause de ça, se trouve à être obligé d'attendre longtemps pour pouvoir exprimer ses compétences. Eh bien, il se trouve que justement, cette longue période où on va s'occuper de l'enfant est absolument essentielle pour créer du lien. Cet enfant, justement, ne pourra pas se construire sans quelqu'un avec lui. Et toute la vie, justement, c'est cette notion de lien qui va être importante. Et on va voir ça tout à l'heure. Justement, le petit va jamais pouvoir être seul. Il y aura toujours besoin de quelqu'un. Ce quelqu'un ne sera pas toujours le même. Mais toute la vie, nous aurons besoin de quelqu'un. Alors, au début, c'est physiquement, il faut que papa et maman soient là physiquement. Après, même en crèche, c'est encore mieux si la référente est là physiquement, parce qu'on a besoin d'elle. Mais après, on pourra aussi se fantasmer les personnes qui nous ont aidés à certains moments. Et là aussi, il y a un psychologue que j'aime bien, Vygotsky, qui dit on apprend toujours deux fois. Une première fois avec un adulte qui nous accompagne, et une seconde fois quand on le refait tout seul, mais qu'on pense à l'adulte qui nous a aidés la première fois. Et ça, c'est toute notre vie. Notre vie est faite de relations sociales, et que ce petit qui a besoin de nous pendant très très longtemps va justement créer ces relations sociales absolument indispensables. Et puisqu'on a beaucoup de temps devant nous, on aura du temps pour apprendre. Alors, en plus, justement, d'avoir cette longue période de dépendance, nous sommes une espèce qui a aussi de grande intelligence, parce qu'il y a une corrélation entre les deux. La seule espèce qui pourrait nous ressembler, et qui n'est pas du tout proche de nous au point de vue mammifère, ce sont les corneilles. Les corneilles ont un ratio qui ressemble au nôtre, ils vivent à peu près 20 ans, et ils gardent leur petit 2 ans au nid, tous les deux, papa et maman, ils sont très unis, et ils gardent le petit jusqu'à 2 ans au nid. Il est gros après, hein, il déborde un peu de partout. Mais vous voyez que rester 2 ans au nid quand on vit 20 ans, c'est comme nos tanguis qui restent 30 ans, alors que nous, on va vivre 80 ans, c'est à peu près le même ratio. Hein. Et cette espèce de corneille et tout, qu'on teste en laboratoire, elles sont absolument fantastiques. Regardez des fois sur Internet les expériences qu'on fait avec eux. Ils sont absolument fantastiques pour pouvoir régler des problèmes et tout. Très, très grande intelligence. Donc, grande dépendance égale grande intelligence. Hein. Donc, nous, on tient le pompon, là, franchement. Alors, on va regarder un petit peu comment fonctionne notre cerveau et vous allez comprendre qu'il y a vraiment des choses magnifiques qui vont se faire toutes seules. Hein, et vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur un bouton. Nous avons vraiment un cerveau pré-câblé pour faire beaucoup de choses. Alors d'abord, déjà, un capital de neurones au départ. J'aime toujours vous parler de ça parce que c'est une super bonne nouvelle. Nous avons 100 milliards de neurones au départ et on ne les perd pas en vieillissant. Si des fois vous aviez entendu ça, c'est une fausse nouvelle. Hein, là, je vais remettre les pendules à l'heure. Donc, il y a des fake news, des fois, qui vous ont été renseignées. Vous allez voir, je vais vous rapporter des petites choses qui vont peut-être vous rassurer aussi. Donc,
pas de neurones perdus, mais par contre, ce qui va être important, c'est que les neurones communiquent entre eux. Un neurone tout seul, ça ne sert à rien. Mais par contre, un neurone peut parler à 10 000 autres neurones. Vous faites la multiplication. On arrive quand même à un sacré réseau de communication là. Internet international à côté, c'est ridicule. On a un vrai réseau dans notre cerveau qui va envoyer des informations partout, tous azimuts, et ça va être vraiment une machine infernale. Donc, on va voir maintenant comment se connectent tous ces petits réseaux. Pour un tout petit, la connexion va se faire automatiquement par les sens. Dès qu'un bébé vient de naître, la première chose qui se passe une fois qu'il a les yeux ouverts sur le monde dans lequel il vient d'arriver, son cerveau va se connecter et prendre les informations au fur et à mesure où elles arrivent. Ces neurones, selon les endroits du cerveau, vont traiter des informations visuelles, des informations auditives, des informations olfactives, et là, chaque information va être stockée. Donc je prends toujours un exemple pour qu'on vraiment on comprenne un petit peu en essayant de se mettre à la place d'un tout petit bébé, parce que j'essaye de vous demander de vous mettre à la place d'un tout petit bébé, mais vous n'y arriverez jamais. Moi-même, j'y arrive pas. Parce que justement, on a le langage, et nous, maintenant qu'on a le langage, il nous est absolument impossible d'essayer de penser bébé sans langage. C'est pas, donc le retour en arrière n'est pas possible. Donc là, on voit que ce bébé, s'il arrive pour la première fois chez lui, après être sorti de la maternité, il va stocker les informations en rentrant dans sa chambre d'un point de vue multisensoriel. Et ce qui est important, c'est que ça va être multisensoriel, c'est-à-dire que cette chambre-là, il ne va pas dire que c'est sa chambre et que la déco, elle est nulle, il va simplement dire, voilà, j'ai eu des bouffées de sensations, des bouffées colorées parce qu'il y a plein de couleurs, des bouffées sonores parce qu'il y a le bruit de la rue là, c'est moi qui traduis, mais lui, il n'en sait rien. En tout cas, lui, il va cumuler plein d'informations et à la fin, il mettra tout ensemble parce que ça sera une information multisensorielle qui sera le résultat de ça, c'est ma chambre. Et cette découverte de la chambre par justement les sens va se renforcer à chaque fois qu'il va rentrer dans sa chambre. Et donc, la première fois, ça va être, bon, première découverte, je cumule plein d'informations, puis après je retrouve les mêmes informations, puis je les retrouve de nouveau parce que les rentrées, les sorties dans sa chambre vont être assez nombreuses, et il arrivera un moment, très rapidement, le cerveau va d'un seul coup comprendre qu'il y a une information répétée, et qui dit information répétée, dit information importante. Vous voyez que dans l'état de survie de notre cerveau, pour s'adapter à l'environnement le plus vite possible, il faut repérer les régularités de l'environnement. Si j'ai envie de m'adapter à la vie d'un pays dans lequel je vais regarder comment font les gens, puis je vais faire comme eux. Hein, sinon, si je continue à faire comme moi j'ai l'habitude dans mon pays, ça ne collera pas dans les habitudes de ce pays-là. Donc là, l'enfant va s'adapter à son environnement, et très vite, ayant toujours cette même sensation en rentrant dans sa chambre, il va pouvoir maintenant l'anticiper. Et il va l'anticiper même avec des tas de choses sur lesquelles vous ne pourriez même pas penser, parce que ce sont vraiment des petits détails sensoriels infimes. Par exemple, il y a une latte du parquet qui grince un tout petit peu quand la maman rentre dans la chambre. Donc ça suffit pour déjà, au moment où ce bruit-là arrive, que j'ai tout de suite ma bouffée sensorielle de, là je sais que derrière ce bruit-là va apparaître tel objet, telle sensation, tel autre. Donc là, vraiment, la construction va se faire pour être justement maintenant tellement prévisible qu'elle va être anticipable. Et à partir du moment où le cerveau peut anticiper, le cerveau se sent fort parce qu'il sent que là, justement, il maîtrise. Là aussi, comparaison, si vous allez dans un pays étranger et que vous ne connaissez pas la langue et rien, le premier jour, on est un peu perdu. Et c'est un peu toujours embêtant de ne pas maîtriser les choses. Au bout de quelques jours, où on commence à mieux comprendre les choses, ça va déjà mieux dans notre tête. La familiarité, la répétition, c'est vraiment essentiel pour notre cerveau. Alors là, je vous ai décrit un cas d'un petit enfant qui vraiment découvre sa chambre, bon, et tout va bien jusque-là. Mais maintenant, je peux vous présenter un autre petit enfant qui va découvrir un autre environnement, un environnement très maltraitant. Là, en effet, il ne peut pas se dire tout de suite en étant maltraité, je suis mal tombé, j'aurais préféré une autre famille. Ça, le pauvre ne pourra absolument pas faire, évidemment, de comparatif. Donc lui, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va repérer dans son environnement les fréquences, ce qui est familier, ce qui est redondant.
et il va coder dans son cerveau et mémoriser tous les éléments familiers. Donc lui, ce qu'il va apprendre, c'est la maltraitance. Et il l'apprendra comme étant évidemment quelque chose de normal, puisque c'est quelque chose qui est répété dans son environnement et qu'il n'a pas la possibilité de le comparer avec autre chose. Donc vous voyez que c'est formidable, notre grande machine à apprendre. Elle apprend très vite par les régularités, par la fréquence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est là où le bas blesse. En fin de compte, c'est une machine formidable quand tout va bien. Mais quand on a un enfant qui est dans un environnement maltraitant, eh bien, en effet, son cerveau va s'adapter à cet environnement-là très, très vite et très, très bien. Donc en effet, notre, je dirais, métier pour s'occuper des enfants va considérer que c'est à nous, évidemment, de faire attention à la maltraitance et aux enfants maltraités. Donc certainement, s'il y a un signalement, cet enfant sera retiré à sa famille et mis dans une famille d'accueil qui, elle, maintenant, va bien traiter l'enfant. Mais vous pensez bien que là, quand l'enfant va se retrouver dans la famille d'accueil, ça ne va pas être « youpi, c'est mieux ici ». Ça va être « j'y comprends rien ». Alors là, moi qui étais habituée à certaines régularités chez moi, qui était que quand j'appelle, on ne répond pas, quand je dis répondre, c'est pas le bon moment, ou ils me font mal. Ça, c'était régulier, ça, au moins, je savais que ça existait. Là, maintenant, j'ai quelqu'un qui fait des trucs que je ne connais pas. Donc, ce n'est pas forcément idéal tout de suite, mais ça sera idéal plus tard. Donc, il ne faut jamais désespérer. On a un cerveau qui apprend très vite, mais il faut quand même lui laisser le temps. Donc là, en effet, dans tout ce qui est protection de l'enfance, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît très, très bien. Bon, les magistrats un peu moins, mais en effet, on a énormément besoin de faire de la résilience très vite, parce qu'un enfant s'adapte très vite au pire, mais on peut aussi lui donner le meilleur en le remettant dans un autre système pour qu'il réapprenne cet autre système. Et son cerveau fonctionnant toujours sur si c'est régulier, j'apprends, si on le met dans un autre environnement où il y a d'autres régularités, il apprendra. Donc ça, évidemment, c'est un grand espoir. On sait que justement, beaucoup d'enfants peuvent être sauvés grâce à ça. Quand je disais une petite méchanceté sur les magistrats, c'est parce que très souvent, ne sachant pas ça, quand ils voient qu'un enfant qui a été placé dans une famille d'accueil ne va pas bien au bout d'une semaine, des fois ils le changent de famille d'accueil, en se disant c'est à cause de la famille d'accueil qui ne va pas. Elle va très bien, elle, mais c'est l'enfant qui a du mal à comprendre le système et il lui faut plus de temps. Une semaine, c'est vraiment rien du tout dans les connexions cérébrales. Donc prenons le temps, hein, et vous voyez que cette machine est formidable, mais en effet, elle apprend tout. Alors pendant le Covid, j'entendais aussi des gens qui disaient c'est pas grave, les enfants s'adaptent à tout. Oui, s'adaptent au pire aussi. Donc c'était pas une bonne idée, hein, de s'adapter à tout. Alors, comment notre cerveau est constitué? Là, il y a deux idées intéressantes que j'aimerais partager avec vous. On a d'abord au milieu, je crois que ma zapette, elle marche, on ne voit pas trop bien. Au milieu, c'est vraiment la connexion qu'on a chez un bébé à la naissance. Vous voyez, quelques neurones qui se battent en duel, un cerveau de bébé à la naissance, il n'y a pas grand-chose, hein. Après, on a un cerveau de 3 mois, c'est pour lui. Voilà, lui, il a déjà fait plein de connexions. Un cerveau de 15 mois, un cerveau de 24 mois. Vous voyez, à 2 ans, là, alors là, on va parler botanique, hein, arborescence, c'est vraiment, ça a poussé de partout. En effet, on a mesuré le périmètre crânien, le cerveau, la boîte crânienne a bien grossi, le cerveau aussi. Et là, quand vous imaginez la vie d'un enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'il a rencontré comme première fois? Alors lui, c'était des premières fois tout le temps, hein. Et donc, il a déjà appris des multitudes de choses. Et son cerveau, on le voit, c'est énormément câblé. Alors ça, maintenant, évidemment, ça prend de la place. Et on ne peut pas continuer à apprendre et puis grossir le cerveau, parce que là, pour la grosse tête, c'est pas trop très bien. Donc en effet, ce qui va se passer, c'est que dans l'évolution humaine, depuis que nous sommes descendants d'Homo sapiens et que notre cerveau a énormément évolué, nous avons adapté un système formidable qu'on appelle la girification. C'est tout simplement que le cerveau, il se plisse. Quand on étale un cerveau par terre, je ne vous le recommande pas, c'est pas facile à faire, il fait 2 mètres carrés. Mais vous avez donc dans votre boîte crânienne 2 mètres carrés qu'on a complètement ratatinés pour les faire entrer dedans. Et maintenant, ces 2 mètres carrés, vous allez les câbler de plus en plus. Ils vont contenir beaucoup plus de connexions sans prendre de volume. Ça, c'est une super astuce, parce qu'en fin de compte, il fallait quand même continuer d'apprendre sans avoir la grosse tête. Donc, c'est fait. Alors moi, je pense toujours, on prend la housse de couette, on la plisse, puis on la met dans le tambour de la machine. C'est un peu ça, hein. Donc, quelque chose de grand, si on a envie de le faire rentrer dans un petit volume, il faut un peu le tasser. Donc, c'est un peu tassé. Et maintenant, on peut regarder, les fontanelles sont soudées, donc la boîte ne grossira plus, en effet. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'avant, on s'est dépêché de faire sortir le bébé, parce que sinon, la
la boîte crânienne étant un peu plus importante maintenant que nous avons beaucoup évolué, la grossesse ne peut pas durer tellement plus de 9 mois, parce qu'après, la tête est trop grosse, elle ne sortirait pas. Hein. Donc là, maintenant, jusqu'à cet âge-là, on a encore des possibilités de grossir, mais là, ça va s'arrêter. Deuxième grande idée de l'évolution, c'est que à côté, je vous ai mis deux coupes, une coupe de 6 ans et une coupe de 14 ans. Là, j'adore ça, parce qu'à chaque fois, je me dis, là, il y en a qui connaissent des ados et qui se disent, ça y est, j'ai tout compris. L'ado, il lui manque des neurones. Hein. Des fois, on a des doutes, hein, mais ce n'est pas tout à fait la réponse. C'est qu'il va se passer plusieurs fois dans le développement de l'enfant ce qu'on appelle de l'élagage neuronal. Vous voyez, le vocabulaire botanique, c'est assez intéressant. Donc, ce qui va se passer, c'est que régulièrement, pendant toute la croissance de l'enfant, jusqu'à l'âge adulte, hein, il va y avoir des remaniements cérébraux, parce que justement, on va apprendre beaucoup de choses et qu'on ne va pas se servir de tout. Donc régulièrement, comme quand vous faites le nettoyage de printemps, le cerveau fait le bilan. En ce moment, de quoi j'ai besoin? Bon, j'ai certaines compétences absolument indispensables, celles-là, je les garde. D'autres qui peuvent servir, toujours avoir cette option-là. Hein. Et puis, il y en a d'autres, je m'en sers plus depuis longtemps. Donc là, évidemment, je peux les mettre de côté. Notre cerveau ne jette rien, il met de côté. Et on s'est rendu compte que justement, des compétences qu'on avait acquises il y a très très longtemps, qu'on n'a plus du tout jamais utilisées et qui ont été certainement élaguées, peuvent être réactivées dans certaines circonstances. On l'a montré en musique, par exemple, quelqu'un qui a appris à faire du piano très très tôt et qui va se remettre au piano des années plus tard, pourra avoir gardé quelques automatismes. Il y aura du boulot, il faudra reprendre les choses, mais ça peut des fois être réactivé. Et on l'a montré aussi avec une étude avec des enfants coréens qui ont été adoptés par des Américains. Ils sont partis à l'âge de 9 ans, ils ont parlé coréen jusqu'à 9 ans. Ils sont partis aux États-Unis, après ils ont été scolarisés en anglais jusqu'à l'âge adulte. Ils n'ont plus jamais entendu parler coréen autour d'eux, on s'en est assuré. On les a testés à l'âge adulte avec des autres sujets américains. Ils étaient capables de discriminer des sons de coréens parmi d'autres, chose que ne faisaient pas les Américains. Ils avaient gardé encore des compétences auditives des sons de coréens. Ça ne leur donnait pas la possibilité de parler ou de comprendre le coréen, mais ça leur donnait des facilités s'ils avaient envie de le faire, par contre. Donc en effet, voilà, on a quand même un cerveau qui ne jette pas, hein, c'est toujours utile de garder, mais alors évidemment, on va avoir besoin des fois de grands remaniements. Donc j'ai pris l'adolescence parce que c'est une période de grands remaniements. Il y a des tas de choses qui vont changer dans la vie d'un adolescent, et donc il va y avoir besoin de place surtout pour mettre maintenant les compétences sociales. Chez l'ado, c'est vraiment là où les choses vont se jouer, les rapports amicaux, les rapports amoureux, plein de choses qui vont se mettre en place, beaucoup de connaissances et de compétences qu'il faut avoir très tôt. Alors, cette notion-là, elle est absolument essentielle parce qu'on s'est rendu compte que c'était comme ça que fonctionnait notre cerveau. Notre cerveau va nous servir de devenir expert dans quelque chose. On va avoir la possibilité d'être très bon en plein de choses, mais on va aussi pouvoir être expert. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple du langage, parce que c'est là où on a énormément progressé et qu'on a vraiment mis à jour cette compétence-là, qu'on a découverte comme étant une compétence générale pour d'autres fonctions. Mais pour le langage, par exemple, on s'est rendu compte que tous les bébés humains naissent avec un précablage pour le langage. Si on est un bébé humain, on sera forcément précablé pour parler, parce que c'est vraiment comme ça que les humains vont pouvoir communiquer. Donc c'est prêt à la naissance, la zone temporale gauche, elle est prête pour ça, elle n'attend que le moment où elle recevra des sons. Donc à la naissance, et déjà quelques temps avant, parce que le bébé entend dans le ventre de la mère, mais dès la naissance, le bébé va être dans un bain de langage, on va parler autour de lui, et son cerveau va faire le filtre, le tri. Là, ça c'est un son de langage, hop, à gauche. Là, c'est une moto, une mobilette, hop, à droite. Là, c'est un petit peu de son que je ne connais pas beaucoup, on n'a pas entendu ça souvent, moi je traduis, c'était un groupe de touristes chinois qui étaient là, ils parlaient cantonais, voilà, donc on a traversé le groupe, on a entendu du cantonais. L'enfant a stocké le cantonais, et puis après, bon, maman et tout ça m'ont parlé français. Après, on est passé, on a entendu aussi des gens qui parlaient l'espagnol. Je stocke tout ça, et je stocke tout ça pendant mes 6 premiers mois de vie, parce que là, je suis en immersion, et je suis en train de faire le tri entre ce qui est langagier et ce qui ne l'est pas. Maintenant, au bout de 6 mois, je fais un peu le bilan. Qu'est-ce que j'ai récolté dans ma besace de sons de langage? Ah, il y en a qui reviennent souvent. Encore une fois, vous voyez, le maître mot dans notre cerveau, c'est la fréquence. Quelque chose qui est fréquent, je le code, je le garde. Donc là, il y a des sons fréquemment entendus. Le son Léo, ah,
il se trouve que c'est son prénom. Ben ça s'entend assez souvent. Hein. Par contre, bon, le cantonais l'autre jour, l'espagnol, tout, jamais revenu. Donc ça, on va considérer qu'on n'en a pas besoin puisque c'est pas assez fréquent. Donc maintenant, je vais passer dans la deuxième phase, de 6 mois à 1 an. Et là, cette phase-là, c'est ma phase d'expertise. Je vais devenir expert dans les sons que j'entends souvent et je vais laisser tomber les autres. Et comme je vais devenir expert dans les sons de ma langue, je vais m'amuser avec et je vais faire justement un peu mes gammes. Et là, on va avoir vers les 8 mois ces magnifiques babillages hein, de papa, ma, ba, ba, avec vraiment la prosodie déjà de la langue. Un bébé chinois, un bébé anglais ne font pas du même babillage, ils ont déjà la musique qui va avec. Et là, l'enfant va commencer à prononcer certains sons plus que d'autres aussi. Il va aussi être beaucoup aidé par la bouche, parce que nous parlons avec notre bouche et que malheureusement quand on avait le masque c'est ça qui a pêché énormément, donc on a appris en regardant le mouvement de la bouche et le son et la concordance entre les deux. Et là nos bébés quand ils vont commencer à produire certains sons vont produire les sons qui sont les plus proches de ce qui est visible. Pourquoi ba 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 ma ba ma pa pa pa? Parce que ce sont des sons visibles. C'est dommage parce que c'est pas parce qu'il dit papa et maman. Chut, faut pas le dire aux parents. En effet, c'est tout à fait ça. C'est parce que en voyant quelqu'un qui me parle, moi, il y a des sons que je vois. Si je vois ba, ma, pa, vous voyez, le a et la consonne que j'ai mis devant fait ouvrir ma bouche très grand. Si je fais ri, tu, là, c'est beaucoup moins visible. Donc, aucun bébé commence par ri, 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 tu. Il commence par ba, 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 ma, ba, pa. Voilà. Donc, vous avez maintenant l'explication. Hein, c'est vraiment parce que c'est plus facile à voir, donc plus facile à produire. Et c'est toute cette période-là, pendant le Covid, qu'on a un peu raté, qui fait que pour certains enfants, ça doit être difficile maintenant de pouvoir raccrocher les sons au mouvement des lèvres. Et donc là, on a vraiment cette période d'expertise où l'enfant va devenir champion dans sa langue. Avant, il était bon en tout, moyen en tout. Maintenant, il va être très bon dans sa langue. C'est quand même tout ce qu'on souhaite. Alors, tout ce que je vous ai raconté là, c'est pour une langue, mais c'est exactement la même chose pour 2 langues, pour 3 langues. Si à la maison, c'est fréquent d'entendre de l'anglais, de l'espagnol, du français, si c'est fréquent, je code et je vais garder tous ces sons-là comme ce sont des sons fréquents et je les mets tous dans le même panier parce que je n'ai pas des compartiments, ça c'est de l'anglais, ça c'est de l'espagnol. Non, c'est fréquent, je code. Et donc comme c'est fréquent et que je vais pouvoir m'en servir après quand je vais commencer aussi à faire du babillage, je vais piocher dans mes différentes langues et là aussi les bébés bilingues ont des babillages rigolos parce que des fois ils empruntent un peu de l'un et de l'autre et on voit que vraiment ils se promènent dans ces possibilités-là avec beaucoup d'aisance. Et donc là, quand il faudra parler plusieurs langues, si j'ai eu vraiment suffisamment d'exemplaires de cette langue, je le parlerai sans problème. Donc là, vraiment, si un petit conseil à vous donner, si vous avez la chance de pouvoir être dans un milieu bilingue ou trilingue avec votre bébé, surtout, n'attendez pas qu'il ait passé 1 an, parce que tout se joue pendant la première année, c'est là où vraiment les choses sont faites pour ça. Le cerveau est fait pour coder les sons de langage dans la première année. Alors, évidemment, on peut apprendre une autre langue plus tard, mais on l'apprendra par un autre circuit qui est moins bon. Et plus on tarde, et moins les circuits sont adaptés au langage, puisqu'ils sont déjà dépassés au point de vue de fenêtre de temps. Donc ça, c'est intéressant. Et tous les enfants bilingues, et ça, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'était mon domaine, vont avoir un développement langagier tout à fait normal, et il n'y aura jamais de retard pour un enfant bilingue pour parler. Ça, c'est aussi des choses des fois qu'on raconte. Toutes les études qui ont fait, et il y en a des centaines, montrent toujours que les enfants bilingues ou trilingues parlent exactement dans la même fenêtre de temps que les enfants monolingues. Il y a des bilingues précoces, qui, comme les monolingues, vont parler très tôt, un petit peu, des fois on ne comprend pas tout, mais ils parlent vite, et puis d'autres qui vont attendre un peu plus longtemps, mais ça c'est pareil, c'est pas une histoire de nombre de langues, c'est une histoire justement de personnalité. Il y a des enfants qui veulent se lancer dans la communication rapidement, et d'autres qui préfèrent avoir un petit peu plus d'aisance. Voilà, donc vous voyez, cette notion d'expertise, elle est formidable, parce que on voit bien que notre cerveau va chercher l'efficacité. Donc en effet, là, on a besoin d'être très bon dans les langues qu'on va pratiquer. On n'a rien à faire du cantonais, qui n'est pas du tout quelque chose qui va nous servir tout de suite. Hein. Donc en effet, voilà un petit peu le côté très pragmatique de notre cerveau. Alors, on a aussi dans les différentes maturations du cerveau différents temps. Quand on regarde l'évolution de notre cerveau,
Ce qui n'a pas beaucoup évolué par rapport au temps, ce sont les lobes qui sont les lobes postérieurs, c'est-à-dire le lobe temporal, pariétal, occipital. Depuis la nuit des temps, quand on a fait des comparatifs, ils n'ont pas beaucoup évolué. Ils sont tout à fait aptes à nous faire de la motricité d'humain, donc on marchera à deux pattes, du langage avec le lobe temporal, de la vision avec le lobe occipital. Bon, là, tout ça, ça fonctionne déjà très bien. Et déjà à la naissance, on a des circuits qui fonctionnent en cohésion. Donc on a déjà des ponts ou des autoroutes, ça dépend comment vous voyez les choses, qui lient certains lobes entre eux, et ça c'est déjà prêt à la naissance. Par exemple, il y a un pont absolument formidable entre les parties motrices et les parties visuelles, parce que jamais l'un sans l'autre. Aussitôt que l'enfant va commencer à bouger, et à bouger en se déplaçant lui-même, sa vision va changer en même temps. Donc il y aura toujours un couplage qui est vision-mouvement. La preuve, vous l'avez quand vous êtes assis dans le train, que le train d'à côté démarre. Vous avez eu l'impression de bouger. Parce que justement, dans votre système visuel, il y a tout de suite eu un lien qui s'est fait avec le système moteur et vous a donné cette impression de bouger. Donc vous voyez, les choses sont vraiment bien en lien et c'est une très bonne chose. Mais par contre, la partie bleue, le lobe frontal, alors là, lui, c'est une autre affaire. Il va mettre beaucoup plus de temps à se connecter au reste du cerveau. Il est un peu à part. Il est tellement à part qu'il n'y a que les humains qui en ont un si gros, donc ça doit bien servir à quelque chose. Hein. Donc les chimpanzés et tout, ils ont des lobes frontaux beaucoup plus petits. Et nous, alors là, cette chose énorme, on voit bien qu'au fil du temps, quand on a retrouvé des crânes d'Homo sapiens, plus on venait dans les périodes modernes, plus on voyait que le crâne avait grossi, mais grossi dans la partie frontale. Les boîtes crâniennes n'avaient pas beaucoup bougé derrière, et tout notre cerveau a grossi, mais il a grossi devant. Et d'ailleurs, nous sommes équipés d'un front, et entre la barrière des sourcils et les premiers cheveux, nous avons un grand front. Tous plus ou moins, mais on en a un. Chimpanzés, ils n'ont pas de front. Eux, ça va directement de l'arcade sourcilière aux cheveux, aux poils. Donc en effet, à quoi sert ce lobe frontal qui est si grand et qui est vraiment si tardif à se mettre en route? Il termine sa maturation à 25 ans. Donc ça y est, vous l'avez, la raison des 25 ans. Hein. Tout à l'heure, vous n'étiez pas loin en disant qu'on n'était pas mature avant. Ben, en effet, notre cerveau n'est pas mature avant 25 ans. Alors s'il y a des gens ici qui n'ont pas 25 ans, ils ne sont pas encore finis, mais tout l'avenir est devant eux. Hein. Donc en effet, à quoi nous sert ce lobe frontal? Eh bien, on l'a vu par la pathologie. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas un lobe frontal qui fonctionne bien, soit parce qu'il y a un accident ou autre chose, eh bien cette personne-là peut plus du tout organiser son temps. Elle ne peut pas faire de planning, elle ne peut pas faire de prospective, elle ne peut pas se contrôler quand elle fait quelque chose. Elle fait les choses d'une façon un peu rapide. Surtout, elle ne peut pas non plus changer d'idée. C'est-à-dire, on parle de flexibilité mentale. Si on lui dit, voilà, on joue à un jeu, voilà la règle, et maintenant on change la règle, impossible. Quelqu'un qui a des problèmes frontaux n'a pas cette flexibilité mentale, cette idée d'inhibition, c'est-à-dire, je suis capable d'arrêter ce que je fais pour faire autre chose. Donc là, en effet, on voit bien que le lobe frontal, ça va être notre tour de contrôle. Et si c'est l'organe qui s'est développé le plus tardivement possible, c'est parce que justement, dans l'évolution humaine, depuis Homo sapiens, c'est cette notion de contrôle qui a fait de nous des êtres aussi développés et aussi intelligents, parce que justement nous sommes en parfait contrôle de ce que nous faisons, mais évidemment ça demandera du temps à être mis en place, ça a demandé des millénaires pour que justement ce lobe frontal soit celui que nous avons aujourd'hui. Eh bien, si on compare justement ce qui se passe depuis Homo sapiens jusqu'à nos jours, on fait de la phylogénèse, mais on peut avoir exactement le même aperçu en parallèle en regardant l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, et on fait de l'ontogénèse. Et donc là, c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que chercheurs, c'est ce parallélisme entre l'évolution du cerveau depuis la nuit des temps et le développement du cerveau chez l'enfant. Et nous allons avoir chez l'enfant les étapes que nous avons franchies avec Homo sapiens. Notre bébé au début ne parle pas, comme nos ancêtres ne parlaient pas. Au début, on s'exprimait par geste, nos ancêtres s'exprimaient par geste. Un beau jour, ils ont parlé, notre enfant parlera aussi. Mais voyez, tout ceci va se mettre dans la même chronologie,
mais avec une chronologie évidemment beaucoup plus ramassée, et c'est beaucoup plus facile pour nous chercheurs de travailler sur un enfant, parce qu'on peut au moins avoir un enfant examinable, que de travailler sur les Homo sapiens qui nous ont pas laissé beaucoup de reste. Donc en effet, notre enfant est un résumé de l'évolution humaine, et on va voir à travers ses comportements à quel niveau de l'évolution humaine il se situe. Il y a un certain moment où, par exemple, on va se rendre compte que ils ont une utilisation de leur corps pour pouvoir mesurer l'environnement qui correspond tout à fait à ce que nos ancêtres, pendant l'Antiquité égyptienne par exemple, utilisaient leur propre corps pour prendre des mesures. Avant d'avoir le système métrique, eh ben, on utilisait notre corps. On se disait, voilà, ça c'est une brassée, ça c'est une poignée, ça c'est une coudée. Voilà, on mesurait avec notre corps était l'étalon. Et après, on a pris d'autres systèmes un peu plus efficaces, parce que là, c'était quand même toujours un peu difficile. Mais en effet, voilà, notre enfant va avoir aussi, à certains moments, ces mêmes niveaux. Et comme, justement, à un moment donné, il se mettra à parler, comme nos ancêtres ont commencé aussi à le faire. Donc là, évidemment, ça va vous expliquer énormément de choses, parce que ça veut dire que cette partie-là, quand vous avez les tout petits autour de vous, jusqu'à même que vous ayez des adolescents d'un certain âge, vous allez avoir des jeunes et des petits qui vont avoir énormément de difficultés dans toutes les compétences dont je vous ai parlé, le contrôle, la planification, l'anticipation et la flexibilité mentale. Ça, on l'a énormément aussi chez nos ados. On a encore pas mal d'ados qui ont des fois des difficultés de planification, d'anticipation. Récemment, il y avait eu une histoire assez amusante. Bon, pas si amusant que ça. C'est une jeune fille qui vraiment en avait marre de son père, et elle lui a fait vraiment croire qu'elle s'était fait enlever. Et donc lui, évidemment, il était 400 coups, et ils ont convoqué 250 gendarmes pendant toute la nuit pour faire une battue, puis le lendemain matin, elle a fait coucou, non, c'était une blague. Bon, donc là, tout le monde était furieux, et j'entendais des fois les journalistes dire, oh, c'était vraiment incroyable, elle s'est pas rendue compte, elle a mobilisé des gendarmes pour rien. Elle avait 15 ans. Eh bien non, à 15 ans, on ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'on fait, parce que justement, on n'a pas un cerveau qui nous permet de tout analyser. Alors, un ou deux trucs, d'accord, mais s'il fallait penser à trois trucs en même temps, là, ça y est, c'était fini. Donc, en effet, elle avait eu un comportement typique d'un ado qui ne prend pas tout en charge, parce qu'il ne sait pas encore tout gérer. Alors, nous, les adultes, des fois, on a aussi des ratés dans le système, hein, mais nos tout petits, alors nos tout petits, et là, souvent, moi, je rencontre plutôt des professionnels de crèche, on est avant 3 ans, alors là, on oublie, hein, avant 3 ans, il n'y a pas de lobe frontal qui compte, et donc il n'y a pas du tout de possibilité de contrôle, et puis de planification des choses. D'ailleurs, la seule façon que j'ai à vous dire à quel point c'est difficile, et ça marche bien, parce que mon exemple, j'ai trouvé qu'il marchait bien, quand on dit à un petit enfant de moins de 3 ans, arrête de courir, et là quand je dis ça déjà, dans les crèches, tout le monde dit, ça, je dis que ça d'ailleurs, donc, eh bien ce n'est pas compréhensible. Un petit de moins de 3 ans ne peut pas comprendre cette phrase, parce qu'il y a arrête. Arrête, ça veut dire justement le contrôle d'un automatisme qui est la marche. C'est le lobe frontal qui doit parler au lobe pariétal. Il n'y a pas de connexion, il ne lui parle pas, donc arrêter, il ne sait pas. Il ne peut pas arrêter. Si vous voulez qu'un enfant arrête de courir, il faut mettre devant puis le stopper. Pas de force, mais pas, lui ne pourra pas faire l'action volontaire. Maintenant, vous lui dites arrête de courir. Le mot courir, il le connaît. En plus, il est en train de courir, donc il se dit c'est chouette. Hein. Visiblement, on est raccord. Alors que non, vous voudriez qu'il inhibe le sens du verbe courir pour faire autre chose à la place. Sans lobe frontal, impossible. Pas d'inhibition. Donc là, l'enfant ne peut pas prendre un sens et le contrarier vers un autre. Donc là, vous voyez, c'est absolument rédhibitoire. Cette phrase « arrête de courir », vous pouvez arrêter de la dire parce que ça ne sert à rien. Un tout petit ne peut absolument pas exécuter cet ordre. Alors, si on ne lui demande pas justement ni le contrôle, ni quelque chose qui est d'inhibition, on va lui formuler autrement. Si on a vraiment envie qu'il arrête de courir, on lui demande tu pourrais marcher ?» Ça, vous allez voir, ça marche même pas mieux, parce que justement, là, l'enfant n'a pas à faire quelque chose qui doit être contrarié. Vous voyez, la façon de parler à un tout petit, regardez bien aussi, parce que nos interdits, eh ben, comme dit un interdit, c'est justement une négation. Il ne faut pas faire ça. Et à chaque fois que vous faites ne pas faire quelque chose, le quelque chose en question, qui est encadré par la négation, c'est justement l'inverse de ça qu'il faut faire. Vous vous rendez compte que là, d'un point de vue cognitif, c'est très très compliqué. Hein, donc, vos interdits, il faut les formuler. Si vraiment vous voulez que cette chose soit interdite, il faut que vous la formuliez pour que ce soit compréhensible. Parce que quelquefois,
l'adulte persiste et signe. Moi, j'entends aussi souvent, ça fait 10 fois que je te dis d'arrêter de courir. Et bien là, moi, je vous dis, ça fait 9 fois de trop. Parce qu'en fin de compte, il ne comprendra toujours pas, même à la 10e fois, que vous lui demandez quelque chose qu'il ne peut pas faire. Hein. Donc là aussi, c'était intéressant d'avoir un peu le niveau de l'enfant, parce que très très souvent, je m'aperçois que des fois, on surestime ou des fois, on sous-estime l'enfant. Hein. Et donc là, avec un lobe frontal pas tellement efficace, eh bien, il vaut mieux des fois quand même le savoir, parce que ça va rendre les choses pas faciles. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble notre crâne qui a évolué depuis Homo sapiens. Hein. Vous voyez que on a quand même beaucoup changé en volume, mais ce qui est surtout notre lobe frontal qui a progressé. Alors, si on regarde un petit peu les compétences d'un tout petit enfant, avec la lumière de tout ce qu'on a pu faire en recherche, on s'est vraiment rendu compte que justement, ce qui était très important pour lui, c'était d'avoir un environnement qui était bien trié sur le fait qu'on a des choses familières et puis des choses nouvelles. L'enfant va se reposer sur les choses familières, habituelles. En crèche ou chez l'assistante maternelle, on fait des rituels aussi, le petit rituel qu'on fait des fois avant d'aller se coucher ou un rituel qu'on fait avant de manger. Ça, c'est hyper intéressant parce que l'enfant connaît ce genre de situation et peut l'anticiper, la prévoir. Et ça, c'est vraiment très, très satisfaisant pour le cerveau de savoir sur quoi on peut compter. Mais un petit peu de nouveauté aussi, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et là, maintenant, on s'est vraiment rendu compte que pour l'apprentissage, un cerveau avait besoin d'avoir ces deux possibilités. Si vous lui donnez un environnement totalement prévisible, tout est absolument à l'identique tous les jours, hein, on se lève à la même heure, on s'habille pareil, on mange pareil et tout, l'enfant peut faire des paris sur ce qui va se passer, essayer de comprendre un petit peu, bah, il gagne toujours puisque c'est toujours pareil. Donc là, pas drôle du tout, on n'apprend rien. L'excès inverse, ça serait bon. Il n'y a jamais de truc pareil. On vit des journées où on bouge beaucoup, on n'est jamais au même endroit, on ne fait jamais pareil. On fait des paris pour savoir ce qui va se passer et on les perd tout le temps parce que là, c'est trop différent. Eh bien, le bon ratio pour qu'un cerveau apprenne bien les choses, c'est faire des paris sur ce qui va se passer en étant certain qu'on va avoir plus de chances de gagner que de perdre, avec un ratio, parce que je vais aller jusqu'au bout de la précision des chercheurs, qui est de 70% de prévisibles contre 30% d'imprévisibles. Là, vous êtes absolument dans le ratio parfait. Ben, cherchez pas, en tant qu'humain, on est souvent là-dedans. Surtout avec un petit, on fait beaucoup de choses avec régularité, mais de temps en temps, on va introduire une nouveauté. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que notre cerveau a besoin de faire ses calculs de paris pour pouvoir savoir si les choses vont se passer comme il l'a prévu, avec justement l'arrière-goût du parieur, qui est justement, est-ce que je risque de gagner, est-ce que je risque de perdre? Et ça, vous avez, on a un cerveau complètement de parieur. Et il est fabriqué pour ça, il est fabriqué pour nous donner toujours l'envie de faire des paris, toujours avoir un peu le risque de perdre, et pour couronner le tout, nous avons un système qu'on appelle le système de la récompense, qui pendant qu'on fait des paris pour essayer de deviner ce qui va se passer, nous inonde de dopamine. Et dans le mot dopamine, il y a le mot dopage. Hein. Donc on y est, hein, notre petit junkie, là, il est complètement en train d'essayer de comprendre ce qui va se passer, et c'est un vrai bonheur, parce que là, il se dit, le petit risque que j'ai de perdre, c'est vraiment très excitant. Donc vous voyez que là, un cerveau comme ça peut très vite aussi déraper en pathologie, et se trouver justement avec des addictions à certains produits ou même à des jeux. Donc en effet, nous avons déjà un cerveau de parieur. Mais lui, il est bien, parce qu'en fait, il nous fait parier sur nos connaissances pour pouvoir nous sentir le mieux possible dans notre environnement. Mais là, en effet, nos petits vont avoir ce plaisir-là d'essayer de comprendre le monde en faisant des hypothèses sur les choses et en faisant des paris. Et là, en effet, ça marche très très bien quand on peut avoir ce ratio-là qui va nous permettre d'avoir toujours le plaisir d'apprendre. Et là, j'ai prononcé le mot, hein, il faut avoir le plaisir d'apprendre et notre cerveau est absolument fait pour avoir du plaisir d'apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, il cherche des régularités parce que ce monde, il faut lui donner un peu de cohérence. Notre enfant est sans langage et il arrive dans un monde totalement inconnu, fait que de sensations. Donc il faut qu'il teste certaines choses. Il va tester une régularité très importante pour sa survie. Quand je pleure, est-ce que maman vient? Ça, très important, hein. Il faut le savoir très vite. Donc il va faire un test régulier pour voir justement si quand il appelle, on répond régulièrement. Et là, il fait ses comptes. Et comme un statisticien, il fait vraiment ses comptes, et pas ses comptes sur une journée ou 2 journées.
sur plusieurs mois. Parce que sur plusieurs mois, si à chaque fois que j'ai appelé, on est venu, maintenant ça y est, j'en déduis que de toute façon, quand j'appelle, on vient. Et ça, cette notion-là de probabilité, elle a complètement remplacé et tué l'autre expression qui était ne répondez pas aux pleurs des bébés, sinon vous allez être foutu. Si vous répondez aux pleurs du bébé, il va vous faire marcher complètement. Ça, c'était vraiment la théorie du conditionnement, hein, où on renforce un comportement, et s'il pleure, on renforcera son comportement, donc il ne faut pas y aller. Donc vous voyez que là, ces deux théories se sont confrontées. La théorie du conditionnement ne tient absolument pas la route, puisque justement, nos cerveaux humains ne marchent pas au conditionnement, puisqu'ils sont un peu plus évolués, mais ils marchent justement aux probabilités et au traitement mathématique des données. Et quand un enfant a fait un traitement mathématique qui l'a amené à dire, quand j'appelle à 99% des fois, on répond, et bien là, il a la réponse, il sait que on sera toujours là. Donc, on a mesuré que plus on a répondu à un bébé qui pleure, moins il pleure. Ça marche à tous les coups. Donc on arrête avec cette idée qu'il ne faut pas répondre aux pleurs des bébés, qui est encore ancrée dans certains esprits, qui est encore divulguée des fois par les belles mamans, il faut toujours se méfier des belles mamans, mais qui est aussi diffusée par des soi-disant professionnels. Et donc il y en a un que j'ai dans le collimateur, hein, qui est le docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit non, répondez pas aux pleurs des bébés parce que vous serez foutus, hein, il va vous esclavagiser. Vous pensez, ce petit bout de machin qui va penser, qui va rendre ses parents esclaves, il faut déjà un petit peu être tordu pour penser un truc pareil. Mais en effet, vous ne répondez pas, puis pour y aller progressivement, d'abord 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, et vous verrez, après il ne pleure plus. En effet, un enfant, si on ne répond pas à ses pleurs, il ne pleure plus, il se désole, il se désespère, et il sait très bien maintenant que quand j'appelle, personne ne vient, donc c'est pas la peine d'appeler. Donc vous voyez, le résultat est formidable. On apprend à l'enfant à ne pas compter sur les adultes, ne pas avoir confiance dans les adultes, et là, c'est absolument quelque chose de désespérant, je trouve, d'en être arrivé là. Mais ça persiste encore sur Internet et partout. Méfiez-vous de ce genre de discours. La seule chose qui compte, c'est qu'un enfant sache qu'il peut compter sur vous, parce que vraiment, c'est dès le départ que ce petit être totalement insécure par justement sa fragilité va complètement dépendre des adultes et qu'il a complètement besoin de vous. Et je pense que de temps en temps, on devrait aussi penser à ce que c'est que la dépendance quand on va être de l'autre côté de la barrière. Déjà simplement sans être en dépendance de personnes âgées, mais en dépendance physique parce qu'on a eu un souci de santé. Eh bien ça, franchement, d'un seul coup, on réalise que quand on est complètement incapable de bouger et qu'on va dépendre des autres, c'est quelque chose qui est assez angoissant. On ne sait jamais si on va être vraiment écouté, entendu. Quand vous avez le système de sonnette à l'hôpital et que vous avez appuyé sur la sonnette et que personne ne vient, ben, c'est désespérant parce que vous dites, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'ils m'ont pas entendu ou est-ce qu'ils veulent pas venir. Voilà, on commence déjà à se faire complètement des nœuds dans la cervelle. Nos tout petits sont exactement comme ça. Eux, ils ont besoin de s'assurer de notre proximité parce que sans nous, ils ne pourraient pas survivre. Donc cet état de survie dans lequel ils sont en permanence les amène évidemment à tester leur environnement humain pour s'assurer que tout se passe bien. Donc en effet, voilà une bonne raison de répondre aux pleurs des bébés parce que justement là, vous lui donnez la confiance en lui parce que c'est simplement plusieurs étapes. Il a appelé, vous avez répondu. Bon, bah déjà, il se sent entendu, c'est une bonne chose. Si en plus vous amenez une solution à son problème, alors là, il sera ravi. Hein. Mais déjà que vous soyez venu, il pense que c'est déjà pas mal. Et puis en effet, maintenant, on va essayer de vous garder aussi à proximité. Donc là, si c'est juste, vous venez, vous vous rendez compte qu'il n'a rien et vous repartez, alors là, tout est à refaire. Donc là, évidemment, il va avoir une arme fatale qu'il va utiliser très tôt, le sourire. Et là, vous êtes penché sur son berceau pour voir si tout allait bien et il vous fait un magnifique sourire. Oh ben là, vous craquez. Si en plus il fait arre, alors là, c'est fini. Donc on reste, on parle avec lui et tout. Et puis bon, ben, on va essayer quand même de s'éclipser tout doucement. Mais là, il va nous rappeler aussi. C'est ça, c'est que lui, pour lui, sa seule garantie de survie, c'est d'avoir un humain à côté de lui, à proximité de lui et visible. Donc en effet, le jeu va consister à vous appeler tout le temps jusqu'à ce que d'un seul coup, par les régularités, ils se disent en effet, c'est cette personne-là, mon parent, hein, mon donneur de soins, comme on dit, en effet, bon, maintenant, ça y est, j'ai intégré l'idée que quand je l'appelle, il vient. Donc c'est plus besoin maintenant d'avoir besoin de lui en permanence. Donc d'autres
façon d'avancer aussi, c'est d'essayer de repérer les chronologies des événements. Alors là, l'exemple que je donne, il est très très classique en crèche. Un enfant attend son papa ou sa maman le soir, mais à quelle heure papa et maman viennent? Donc quand on a 18 mois, on n'a aucune idée. Hein. Donc des fois, j'entends quand un enfant dit « Papa, papa », ben, il arrive dans 2 heures, dit la professionnelle. Bon, ça, je pense que ça ne lui sert pas à grand-chose. Mais en tout cas, il a besoin de savoir justement quand est-ce qu'il a des chances de voir son papa ou sa maman. Et là, il a repéré une régularité. À chaque fois que ses parents viennent, les parents de Paul, je l'ai appelé Paul cette fois-ci, voilà, parce que c'est toujours Paul que je s'appelle, les parents de Paul sont venus avant. Donc ça y est, j'ai un repère. La maman de Paul arrive, la mienne va venir dans pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment une régularité. Et on voit bien très bien que les enfants se basent sur ce genre de système parce qu'ils ont fait des probabilités. La probabilité est assez forte que quand je vois la maman de Paul, ma maman arrive derrière. Et là, encore une fois, il y aura des ratés dans le système. Je vais faire des probabilités et des fois je vais perdre. Aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire une probabilité sur ma maman, sachant que Paul n'est pas venu puisqu'il est malade? Alors là, je suis bien embêtée. Il me faut un plan B, hein, parce que là, on ne peut pas rester comme ça avec une incertitude. Ce que j'aime aussi, c'est l'inverse. Ma maman, pour me faire la surprise, a quitté le travail plus tôt. Elle est arrivée très vite avant la maman de Paul. Et moi, patatras. Parce que là, tous mes calculs tombaient mal. Donc d'abord, je commence à faire une sale tête, hein, la tête de quelqu'un qui se dit où est-ce que me suis trompé dans mon logiciel. Et puis après, je serais content de l'avoir. Mais vous voyez que là, il faut aussi que cet enfant remette un petit peu ses pendules à l'heure. C'est ça qui est assez étonnant, la facilité qu'ils ont à faire du repérage. Mais vous voyez, c'est leur repérage séquentiel, non pas du repérage temporel. Alors après, bien évidemment, l'enfant aussi, ce monde, il faut l'organiser un peu. Il y a des choses qui se ressemblent, qu'on pourrait mettre ensemble. Et on a compris très vite que nos petits font des catégories. Mais attention, pas forcément les mêmes catégories que nous, qui sont des catégories verbales. Mais ils mettent ensemble des choses qui ont l'air d'aller ensemble pour eux, souvent parce que ça a la même forme ou ça a la même couleur. Donc quand on fait des rangements avec les petits, on a des fois des bons résultats qui sont comme les nôtres, puis des fois c'est un petit peu étonnant. Et puis en effet, un enfant passe son temps à se demander comment fonctionne le monde, à faire des hypothèses sur le monde et à essayer de corriger ses erreurs quand il a regardé que quelque chose qu'il avait pensé qui se passerait se passe autrement. Là, il est en train de lancer son ballon, le ballon ne va pas où il a prévu, donc il va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a eu un détournement de trajectoire. L'enfant va essayer toujours de comprendre si son pari est réussi, pourquoi ça a si bien marché, mais aussi si ça n'a pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, de nouveau, je vais vous parler de plaisir et de bonheur. Quand dans notre cerveau, un tout petit fait des paris et que le pari a été gagnant, il est content. Mais quand le pari a été perdant, il est content. Parce que là, d'un seul coup, il se dit « chic, je me suis trompé ». Il faudrait que je trouve tout de suite pourquoi je me suis trompé. Et notre cerveau, au moment où l'enfant découvre que son pari est perdant, reçoit de nouveau une bouffée de dopamine pour pouvoir être super motivé, pour pouvoir aller corriger ses erreurs. Alors là, ça, j'aimerais que vous le gardiez en tête, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais que l'éducation nationale n'a pas encore intégré. L'apprentissage ne se fait que dans le plaisir. Hein, aussitôt qu'on va introduire de la punition ou de la contrainte, notre cerveau se bloque. Lui, s'il y a vraiment des émotions négatives au moment où les choses se mettent en place, l'apprentissage ne se fait pas. Donc on aurait toutes les chances de faire apprendre plein de choses aux tout petits si on mettait justement le système en système de plaisir. Je vais prendre un tout petit exemple et vous allez voir, en commençant tôt, on a déjà un petit peu des difficultés à être cohérent. On a un petit enfant qui veut faire une tour avec des cubes et qui vous a promis qu'elle toucherait les nuages. On ne va pas le contrarier, on va le laisser faire. Et puis au bout de 5 cubes, ça se casse la figure, on était là à côté, on le regarde et on dit « Oh, badaboum, patatras, c'est tout tombé et tout ». Et il nous fait un grand sourire et il recommence. Parce que là, franchement, il faut que ça touche les nuages très vite. Et puis voilà, ça va être comme ça. Et on a joué le jeu avec lui de « Tu t'es trompé, en fin de compte, tu avais fait le pari, ça montrait dans le ciel, mais c'est tombé avant. Donc tu as raté évidemment ton pari. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Et on remet les choses en place. » Bon, ce même enfant, vous le retrouvez au repas, et au moment où il se sert de l'eau, il en met partout, et là,
très très peu de professionnels disent oh badaboum patatras, il y a de l'eau partout. Non, alors là, beaucoup moins sens de l'humour. Et là, d'un seul coup, on lui dit t'aurais dû m'appeler, t'aurais dû me demander parce que là, tu n'es pas tout seul, tu vois bien, le pot il est trop lourd. Donc là, en effet, la même chose s'est produite. L'enfant avait une difficulté de coordination. Dans un cas, cette difficulté de coordination, on a trouvé ça drôle et on a laissé les choses se faire. Et là, on la trouve moins drôle parce que ça nous embarrasse un peu. Mais peu importe, on est avec des tout petits et on est plutôt dans l'action où on va être avec l'enfant pour qu'il recommence quelque chose que dans la sanction, parce qu'il n'y a pas de sanction. Il y a des fois, on a quand même un petit peu moins envie on est moins patient. Mais après, les choses vont beaucoup s'arranger à l'école. Parce que justement, là, on va commencer à faire rentrer la notion de bien et de mal, de réussite, d'échec, de propre, de sale, qu'on disait tout à l'heure, quand on met au propre son travail, alors que quand avant, on était en train de réfléchir, c'était pas sale, c'était simplement que on était en train de faire des essais pour essayer de comprendre. Et donc là, on s'aperçoit que très tôt, notre système scolaire va valoriser quelque chose qui est réussi, mais va dévaloriser quelque chose qui n'est pas réussi. Alors que notre cerveau, dans les deux cas, valorise. Et dans les deux cas, il dit c'est bien. Et il vous donne envie, évidemment, de continuer. Donc en effet, avec cette idée-là, on s'aperçoit que si on continue toute notre scolarité, on va apprendre que certaines choses, évidemment, on les fait bien sans problème, et là, on est gratifié pour ça, mais c'est surtout quand on a eu des échecs, est-ce que l'école nous a appris à corriger nos échecs? Et là, bon, si je prends un exemple tout bête, surtout au collège, parce que c'est là où les choses sont un peu plus visibles, le prof rend à l'élève sa copie avec 6 sur 10 en maths et accompagne cette copie de commentaires désobligeants. Ah ben bon mieux, tu t'es pas cassé, hein, t'as fait n'importe quoi. Voilà, donc 6 sur 20 plus des commentaires désobligeants, là l'enfant il est vraiment très très atteint. Et là le prof, une fois qu'il a distribué tous ses devoirs, dit maintenant allez, je fais les corrections. Ben, celui qui a eu 6 sur 20 et en plus des mauvais commentaires, il n'écoute pas. Son cerveau n'est pas du tout disponible, son cerveau est en émotion négative, et là, l'apprentissage sera nul. Et là, tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir une professionnelle qui m'a confirmé mes dires. Je commence à avoir des professeurs de collège qui ont proposé un autre système de notation, c'est-à-dire qu'ils proposent la copie avec la note, 6 sur 10, mais il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien, et on dit à l'élève, voilà, ça mérite 6 sur 10, mais si tu trouves tes erreurs et que tu les corriges, tu regagnes des points. Eh bien, c'est totalement différent. Là, en effet, tous les profs qui font ça disent que ça change totalement l'attitude de l'enfant par rapport aux apprentissages. Là, il est très très content parce qu'il va peut-être pouvoir regagner des points et c'est des points pour lui. Donc, en fin de compte, il a envie de faire l'effort et tout. Vous voyez que c'est tout simple. Hein, demander à l'enfant de faire quelque chose pour s'auto-gratifier, ben, c'est nettement mieux, alors qu'on continue évidemment à assommer les gamins avec des mauvais traitements. Et après, on se dit qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts pour apprendre. Hein. Donc voilà notre cerveau, ce qu'il nous dit. Hein. Et ça fait longtemps qu'on le sait, que justement notre cerveau traite nos informations et aussitôt que ce qu'on avait prévu ne s'est pas produit, nous avons tout de suite une onde très particulière qu'on appelle la mismatch négativité, qui est l'onde qui est justement de repérage d'une erreur de prédiction. Alors, nos tout petits font des prédictions déjà très très tôt. Donc là, nous avons un 3 mois et demi, hein, peut-être que c'est lui, qui est sur les genoux de sa maman et qui va regarder avec un bonnet d'électrode pour savoir comment fonctionne son cerveau et où en sont ses paris, une boîte avec une autre boîte qui est posée dessus. Et quand il va se retrouver au niveau, au milieu, et qu'il va voir les deux boîtes l'une sur l'autre, le pari que fait un petit bébé de 3 mois et demi, qui connaît déjà bien l'environnement humain et physique, se dit, là, la boîte, elle va tenir. Donc, si la main s'en va, la boîte doit tenir. Et vous voyez, dans la partie du haut, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, un bébé qui a fait le pari que ça tient a gagné son pari. Parce qu'en effet, il connaît très bien la loi de la pesanteur et ça a bien marché. On a un autre groupe où on montre une boîte, puis une autre boîte qui arrive et qui est emmenée de l'autre côté. Là, des bébés humains qui sont habitués à la notion de... ça y est, j'ai perdu mon mot, de profondeur, se disent, là, si on lâche l'objet, il va tomber. Donc le pari que font des bébés de 3 mois et demi, c'est qu'un cube qui est mis comme ça en l'air doit tomber, puisqu'il y a la loi de la pesanteur. Et puis on leur fait un tour de passe-passe, et là, on va laisser l'objet en suspens.
Et bien là, le cerveau de ces tout petits bébés nous donne une onde tout à fait particulière, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est « Ah ben ça, je ne l'avais pas prévu ». Donc vous voyez, là, le pari est perdu. Parce qu'en fin de compte, les enfants ont parié que ça tomberait, et ce qui était tout à fait logique, ça aurait dû être ça. Et là, on leur a fait, justement, on leur a montré qu'ils avaient perdu leur pari. Et donc là, on voit bien que l'enfant est tout à fait capable d'avoir des attentes tout à fait logiques. Hein. Donc voilà, ça c'est une recherche assez ancienne et puis qui est vraiment très très validée, hein, il n'y a pas de souci. On voit que très très tôt, les enfants déjà ont une connaissance de ce qui peut arriver aux objets et que la loi de la pesanteur, ils la connaissent très bien, hein, avec ses avantages et sa façon d'être. Alors une autre recherche que j'aime bien vous montrer parce que elle nous a beaucoup interrogé quand on a découvert ces résultats-là. On a montré à des tout petits bébés de 3 mois, mais on l'a fait aussi avec des petits bébés de 2 mois et ça marche bien. Qu'il y avait une petite souris qui était amenée, et le cache cette petite souris, et une deuxième souris est glissée derrière. Les bébés vont voir ça plusieurs fois, mais ne vont jamais voir les deux souris ensemble. Hein. Ils en voient une qui est cachée et une autre qui va passer derrière. Et donc on fait 2 groupes et on essaye de savoir à quoi s'attendaient les enfants, quel pari ils ont fait, en leur disant maintenant on abaisse le cache, il y a 2 souris, ou on abaisse le cache, il n'y a qu'une souris. Eh bien, nos tout petits bébés font un pari tout à fait logique que vous feriez vous en tant qu'adulte, mais eux en tant que bébés, on était un peu épatés de ça. Quand ils ont vu une souris cachée et une autre souris cachée, derrière, ils ont reconstitué ce qui s'est passé et ils attendent qu'il y ait 2 souris. Donc ça, pour certains d'entre vous, ça n'évoque pas grand-chose, mais pour ceux qui ont suivi les théories du développement de l'enfant par des grands théoriciens, dont Jean Piaget et autres, on n'était vraiment pas du tout sûr que des enfants tout petits aient ce qu'on appelle la permanence de l'objet et soient capables de se représenter des objets qu'on ne voit pas. Et le grand Piaget avait dit, ça c'est impossible avant 1 an, un enfant ne peut pas imaginer qu'un objet caché continue d'exister. Eh bien si, il s'est trompé parce qu'il n'avait pas évidemment les outils qu'on avait nous, et donc on a là montré, et vraiment validé aussi par de nombreuses recherches, parce que ça a tellement bouleversé les connaissances qu'on avait, qu'on a évidemment beaucoup insisté pour le vérifier, et maintenant on peut être sûr et certain que très très précocement, nos tout petits ont la permanence de l'objet, c'est-à-dire qu'ils savent que quand un objet n'est pas là, il est toujours là et il peut toujours revenir. Ça tombe bien quand même pour la théorie de l'attachement qui, elle, avait toujours expliqué que l'enfant appelait sa maman ou son papa pour le faire venir à proximité pour voir si vraiment il y avait quelqu'un pour s'occuper de lui. Si un bébé, dès la naissance, se dit « je vois pas papa et maman, donc ils sont plus là », bah, il ne se serait pas fatigué à s'époumoner pour les faire venir. Ça, vous voyez, la théorie de l'attachement, elle avait tout à fait cette cohérence-là de dire, en effet, le bébé va chercher à avoir ses parents à côté de lui, et c'est tout à fait normal qu'il les appelle. Mais Piaget lui parlait du cognitif, c'est-à-dire avec des objets. Et donc, les 2 choses avaient l'air d'être dissociées, alors qu'en fin de compte, elles sont exactement identiques. Le monde est fait d'objets qui sont présents, et quand un objet est présent, même s'il est caché, il n'y a jamais de disparition d'objets. Là, franchement, ça serait un autre monde, un monde de magie, où des objets disparaissent. Alors, des fois, il y a des objets qui disparaissent. Par exemple, le sucre dans le bol de chocolat le matin. On l'a mis, mais après, il a disparu. Il y en a certains enfants qui ont un petit peu de mal à admettre qu'il y avait déjà du sucre. Alors, ils en redemandent parce qu'ils ne le voient plus. Mais là, c'est la seule chose qui disparaît et puis qu'il faut remettre. Alors, on a vraiment, si je vous avais demandé à quoi sert le cerveau, je regarde l'heure, vous m'auriez dit à penser, non, un cerveau sert à prédire. Et c'est ça vraiment qui va nous sauver la vie, c'est qu'on veut toujours avoir un coup d'avance pour essayer de ne pas se faire avoir par quelque chose de dangereux. Et donc en tant que mammifère, on est toujours vraiment sur la défensive parce qu'on doit toujours prévoir, prédire ce qui va se passer. Et notre cerveau, avec les nombreuses probabilités qu'il fait, est toujours dans ce travail de prédiction. Alors c'est vrai qu'on aime l'humour, parce que l'humour, c'est justement là où on a fait un pari et puis qu'on se trompe, parce que quand quelqu'un vous demande « tu connais la blague, machin ?» Bon, alors il débute la blague, et puis la plupart du temps, c'est évidemment la chute qui est amusante, des fois. Des fois, c'est pas toujours drôle, mais en tout cas, là, d'un seul coup, la chute étant incongrue, c'est là qu'on va rire, parce que justement, c'est celle qu'on n'avait pas pariée, parce qu'on n'avait pas pensé que ça pouvait être la fin de la blague. Donc, notre cerveau aime bien ça.
notre cerveau aime faire des paris et il aime justement essayer toujours de se mettre un petit peu dans cette excitation qui est « Ah, il y a des choses que je maîtrise, puis des choses un petit peu moins ». Alors, si on prend, c'est tout ce que j'ai raconté pour retenir 2-3 choses essentielles, donc l'environnement va être très important pour l'enfant et nous faisons parler de l'environnement. Donc si on veut que l'enfant fasse des choses bien, il faut qu'on soit des bons modèles. Soyons déjà bien nous-mêmes pour que l'enfant nous imite, parce qu'il nous imitera forcément. Donc c'est déjà aussi à nous de savoir ce qu'on va lui donner à voir. Il faut de la régularité, parce que l'enfant a besoin de régularité pour anticiper, mais un petit peu de nouveauté. Alors ça aussi, ça a été quelque chose d'assez intéressant qui a fait pas mal de recherches sur justement le double apport qu'on va apporter aux enfants justement sur la régularité et la nouveauté. Il y a eu pas mal de travaux il y a quelques années qui justement parlaient du rôle du père et du rôle de la mère. La mère étant plus dans la régularité, mais le père étant dans la déstabilisation. Et lui, il apportait les 30% qui sont nécessaires pour pouvoir un petit peu découvrir le monde. Et ça, on le montrait un petit peu comme deux comportements qu'on trouvait assez fréquemment. La maman qui faisait un petit peu les choses avec régularité, le papa qui venait un petit peu prendre l'enfant, le faire sauter dans les bras. Ça fait terriblement peur aux mamans, ça, mais les enfants adorent aussi. Donc en effet, on l'avait un petit peu décrit avec le rôle papa-maman. Bon, on va au-delà maintenant, parce que c'est pas forcément papa-maman. Ça peut être deux papas, deux mamans, mais qui peuvent avoir des rôles complémentaires. Je dirais que le plus difficile serait plutôt qu'un enfant soit élevé par une maman seule, qui, elle, pourrait avoir difficilement les deux casquettes. Parce que dans notre personnalité, si on est un peu à aimer la régularité, on n'aura pas tendance à faire trop de nouveautés. Donc il faut aussi que si une maman est seule, elle s'entoure de gens qui vont compléter sa façon d'être. Elle est peut-être déstabilisante, parce qu'elle aime bien peut-être des choses nouvelles et rigolotes, mais alors il faudrait peut-être qu'elle trouve peut-être un peu de stabilité. Peut-être en mettant tout simplement l'enfant à la crèche, ou chez l'assistante maternelle, où là il y aura de la stabilité. Mais vous voyez, on aura besoin des deux, et il faut que l'environnement de l'enfant lui fasse justement cette offre d'avoir de la régularité et de la nouveauté en permanence. Et puis des expériences, du plaisir. Le mot plaisir, je crois que quand même, je l'ai pas mal utilisé. Alors, je ne vais pas pouvoir aller très vite là-dessus. J'ai encore combien? 5 minutes? Oui, bon. Alors, justement, puisque l'enfant fait des paris tout le temps, et vous avez compris que le cerveau humain est un cerveau de probabilité, le premier des paris qui va être hyper important pour un enfant, c'est le pari sur est-ce qu'il y a vraiment du monde autour de moi qui va s'occuper de moi en cas de besoin. Ça, c'est quand même un peu essentiel à avoir. Donc, on va reprendre un peu la théorie de l'attachement rapidement, parce que vraiment, je pense que c'est par là que tout commence. Donc, la théorie de l'attachement, elle a été validée par les neurosciences et par des modèles mathématiques. Donc, elle, qui a été vraiment, je dirais, une très très bonne théorisation de ce que nous a montré Bowlby. Mais en effet, c'est très important pour un être biologiquement aussi immature que le tout petit d'être entouré d'humains qui sont évidemment des humains qui vont s'occuper de lui régulièrement. Et pour sa survie à lui, c'est absolument essentiel. Donc, il va avoir justement un système. Et ce système, tout à l'heure j'en parlais, l'enfant a besoin de quelque chose, mais il ne sait pas encore exprimer quoi. En tout cas, il a un organe bien développé pour appeler. Et donc, aussitôt qu'il va appeler, normalement, le parent arrive dans quelques instants après, et nous avons un système un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Là, je sonne pour faire venir l'infirmière, et quand l'infirmière vient, elle débranche ma sonnette, parce qu'en fin de compte, maintenant qu'elle est là, il n'y a plus besoin que la sonnette soit une indication qu'elle doit venir. Donc, c'est un système qui se bloque automatiquement une fois que l'alarme a été entendue. Eh bien, la personne arrive avec son extincteur pour éteindre l'incendie, mais coupe l'alarme. Donc c'est vraiment un système qui se met en marche facilement. Et puis, une fois que l'enfant a bien compris dans son environnement, il y avait du répondant, vous savez, on peut se dire que dès le départ, un bébé pourrait, s'il avait le langage, se poser la question suivante: est-ce qu'en cas de problème, je peux compter sur quelqu'un ? Tous les bébés à la naissance, c'est déjà la question existentielle qui se pose. Et donc, pour avoir la réponse, ils vont tester l'environnement. Et ils vont appeler, et reappeler, et commencer d'appeler, et faire des statistiques, et dire voilà, bon là visiblement ça répond bien, je peux compter sur eux. Donc en effet, à force d'appeler, l'enfant se dit
Eh bien, c'est bien maintenant, c'est plus la peine que j'appelle, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils viendront toujours, à chaque fois que j'ai besoin. Ma base de sécurité, je l'ai. Et cette notion de base de sécurité est très très importante parce que après, pour un enfant, tout ce qui va se construire dans les premiers jours de vie, c'est quelque chose qui va lui servir toute la vie. Donc là, on ne rigole pas avec l'attachement de départ, parce que c'est pour des enfants qui n'ont pas eu un attachement sécurisant au départ. C'est un long chemin après de récupération. Il y a de la résilience, il y a des possibilités de récupération, mais c'est tellement bien quand ça marche bien du premier coup. Donc en effet, savoir dès le départ qu'on peut compter sur les humains, c'est immédiatement rentrer dans un circuit qui est « j'ai été entendu », ça veut dire que je vaux bien ça. J'aime bien l'expression là de chez L'Oréal, je le vaux bien, hein, on m'a répondu quand j'ai appelé. Donc c'est moi qui suis quand même important. On sait très bien dans les pathologies que quand un enfant n'a pas été écouté, pas entendu, il ne pense pas que c'est des mauvais parents, il pense que c'est lui qui est mauvais. Donc en effet, c'est très important de donner ces sentiments de confiance dès la naissance parce que l'enfant en aura besoin toute la vie. Et vous qui êtes adulte, vous continuez à avoir des figures d'attachement autour de vous parce que toute notre vie, nous sommes toujours en lien avec plein de gens. Si vous avez envie d'annoncer une très bonne nouvelle à quelqu'un, vous avez certainement quelqu'un en tête qui va être tout de suite la personne que vous avez contactée. Il n'y a pas de souci, on est vraiment toujours en lien depuis qu'on est né et on ne va jamais l'arrêter. Mais ça ne sera pas le même, on va changer de lien. Des fois, j'entends parler de séparation. Il n'y a jamais de séparation puisqu'il n'y a pas de bébé tout seul. Il y aura un bébé qui va changer de lien. Au début, il sera avec papa, maman, et puis un beau jour, papa et maman vont le confier à quelqu'un d'autre pour aller travailler. Donc, il le confie. C'est que cette personne prend le relais alors que papa et maman ne sont plus là. Donc, ce n'est pas la séparation pour l'enfant, c'est simplement qu'on va lui permettre d'avoir un autre relais qui va se mettre en place, et ça toute notre vie, et nous avons tout le temps, un relais qui va nous servir de base. Alors, en effet, ce mot attachement qui est souvent mal compris, vous voyez que là, en fin de compte, si je vous raconte que justement c'est très bien d'avoir un attachement très très sécurisé, c'est que justement avec cet attachement sécurisé, on va pouvoir aller explorer le vaste monde. Donc plus je suis sécurisé, plus je m'autorise à aller explorer le monde parce que c'est comme ça que je vais apprendre énormément. Donc cette base de sécurité, c'est elle qu'il faut vraiment travailler le plus possible auprès des tout petits parce qu'elle va développer l'intelligence de l'enfant qui s'autorisera à aller explorer le monde. Un enfant insécure est un enfant qui ne prend pas le risque de quitter l'adulte, qui est resté un petit peu collé près de l'adulte, parce que justement, il ne se sent pas en sécurité pour aller explorer. Si vous avez un enfant qui est contre vous et vous voudriez qu'il aille un petit peu plus loin et que vous le poussez gentiment vers les petits copains, il ne sera pas du tout à l'aise. En fin de compte, c'est pas qu'il a peur d'y aller, c'est qu'il ne se sent pas encore assez confortable pour ça. Alors, je vais terminer sur cette diapo qui résume tout. En fin de compte, il n'y a pas de grands besoins chez nos tout-petits, hein, par les bons besoins vitaux quand même d'être nourris. Il y a deux besoins. Le besoin d'explorer, parce qu'en effet, pour apprendre, il faut explorer et avoir toute liberté pour explorer. Mais ça ne sera possible que s'il y a de la sécurité affective. Et en effet, ce qui va être important, c'est ce fameux tandem entre l'adulte et l'enfant. Quand je dis l'adulte, c'est les adultes, parce qu'il y en aura beaucoup qui vont se mettre au chevet de l'enfant. Mais depuis la naissance, il y aura toujours un tandem qui va se construire entre un adulte et l'enfant. L'enfant, poussé par des besoins d'exploration, aura un cerveau qui lui demande de faire toutes les explorations possibles sans lobe frontal, donc sans inhibition. Je pars tout explorer le monde et j'y vais vraiment franco, mais par contre il lui faut un lobe frontal externe qui est justement l'adulte qui s'occupe de lui et qui va lui dire ah non là par contre trop dangereux, là je te laisse pas faire, ou là bon d'accord mais attention je te regarde, parce que justement il y aura toujours ce besoin d'avoir un adulte qui lui est en capacité de contrôler l'enfant, de lui dire si c'est dangereux, et un enfant qui va explorer. Donc vous allez avoir toujours ces deux aspects. Votre enfant aura une grande boulimie d'apprentissage parce que son cerveau est fait pour aller vers les objets et les explorer, mais il y aura toujours besoin d'un adulte pas loin à côté qui va lui dire si c'est dangereux ou pas. Donc vous voyez, ce tandem, c'est absolument indéfectible, hein, mais c'est chacun son rôle. Alors là, le plus difficile, c'est quand on est en équipe et qu'on n'a pas la même notion du danger. Hein, mais il faut se mettre, des fois entre papa et maman non plus, des fois on n'est pas tout à fait d'accord. Mais voilà, il va falloir essayer de laisser libre cours à l'exploration de l'enfant,
mais en étant toujours évidemment prêt à intervenir au cas où. Mais c'est quand même l'exploration qui domine. Hein, parce que sinon, si on freine tout, ben, on n'apprend rien. Voilà, ben, je vous ai raconté le maximum de choses, mais j'en avais encore certainement sous le coude pour 2-3 heures devant nous, mais je vais peut-être vous laisser un peu quand même souffler. S'il y a des petites questions par rapport à tout ce que j'ai raconté. Vous parlez du coup du temps que prend l'attachement, et est-ce qu'il y a des notions de temps justement sur cette durée que prend l'attachement? On estime que vraiment l'enfant a fait le tour de ce qu'il peut attendre des humains en 9 mois. Donc c'est vrai que quelquefois, je dirais, l'adaptation en crèche et tout peut se faire avant. Donc à un moment donné où il n'a pas encore complètement stabilisé la régularité dans son propre environnement familial. Mais là, avoir un autre environnement peut être aussi très très intéressant parce qu'il y a d'autres régularités, mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps parce que, comme toutes les statistiques, ça demande vraiment un grand nombre d'éléments pour pouvoir être certain. Et c'est vrai qu'on considère pratiquement 9 mois pour avoir caractérisé l'attachement en 3 types. Hein. On a des attachements sécures, donc l'enfant là, il sait que le parent répond régulièrement. On a des attachements résistants, ce sont des enfants qui savent qu'on peut compter sur les parents de temps en temps, c'est déjà terrible. Et puis il y a ceux qui sont justement évitants, alors ça ce sont des enfants qui savent qu'on ne compte pas sur les parents. Ça c'est donné, ça c'est l'enfant qui va être le résultat de ce pédiatre dont je parlais tout à l'heure. On ne répond plus à ses besoins, donc c'est pas la peine de pleurer, voilà, je me résigne, je ne compte plus sur eux. Donc en effet, pour avoir ces 3 types-là, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps, dans la durée. Et moi j'ai une question plus peut-être sociétale, c'est comment vont les résultats en fait de toutes ces recherches vers les institutions pour que ça intègre un petit peu plus l'éducation nationale notamment, mais l'enseignement en général, puisque tous ces apports des sciences cognitives finalement on les retrouve pas encore vraiment bien instaurés dans les pratiques actuelles, quoi. Pourquoi vous mettez le doigt où ça fait mal? Ah oui, ça c'est le grand problème, c'est la grande énigme. C'est pour ça que justement, moi j'ai été très étonnée quand je me suis retrouvée à fréquenter le terrain de la petite enfance, que les connaissances ne soient pas descendues. Je sais que les connaissances scientifiques mettent toujours du temps après à rejoindre le commun des mortels. On estime d'à peu près 20 ans entre une découverte et puis sa véritable intégration, application. Mais là, on est bien au-delà. Et il y a vraiment beaucoup de résistance. Alors il y a des résistances au changement, tout simplement, parce qu'on a toujours fait comme ça. Il y a une multiplication de formations. Alors dans la petite enfance, ça part dans tous les sens. On a été quand même très très largement dominé par les soins, puisque c'est le ministère de la Santé quand même qui s'occupe de ça. Et tout ce qui est cognitif, ils ne connaissent pas, puisque c'est une autre formation, c'est les soins. Donc là aussi, on se dit, quand on a une formation de puéricultrice, c'est bien qu'on sache faire des soins, mais si on est à peu près, après, comme c'est souvent le cas, en direction de crèche, ça serait quand même dommage qu'on ne sache pas un petit peu ce qui se passe chez les enfants. Donc là, je m'y emploie, je donne des tas de cours dans des écoles de puériculture, la grande école Poulard Brune et compagnie, parce que ça commence à venir, et c'est vrai que même une petite séance comme celle-là, où je parle un peu de neurosciences, déjà ça leur montre que ce bébé est quand même autre chose qu'un truc qu'on change ou qu'on pique, ou voilà. Donc ça déjà dans ces écoles-là. Et puis il y a les éducateurs. Alors là, les éducateurs, c'est un autre monde, parce que c'est plein d'organismes qui forment les éducateurs en donnant le diplôme d'éducateur, mais avec des contenus très différents. Et donc on a des éducateurs qui n'ont pas appris les mêmes choses. Et il y a une chose qui n'est jamais apprise, ou pratiquement jamais, j'ai vu très peu d'éducateurs ayant cet outil, c'est l'outil justement qui serait absolument nécessaire pour travailler auprès d'enfants, c'est l'observation. Cet outil-là, moi j'ai essayé de l'enseigner de nombreuses fois et tout, mais il faudrait vraiment qu'il soit absolument mis dans la formation initiale comme l'outil de base. Si vous mettez un maçon sans sa truelle, il ne peut pas vous faire un mur. Eh bien là, un professionnel de la petite enfance sans observation, il ne peut absolument rien faire, parce qu'il interprète évidemment énormément. Alors ça, c'est le monde de la petite enfance, il y a des choses à faire. Là aussi, je fais ce que je peux, mais moi toute seule, évidemment, ça ne fait pas grand-chose. Et il y a le monde de l'éducation nationale, un autre monde.
Alors là aussi, bon, les formations ne sont pas les mêmes. C'est pas forcément des formations non plus qui enseignent le développement de l'enfant, puisque pour être enseignant, on n'a pas besoin d'avoir fait une formation sur le développement de l'enfant. Certains auront vraiment des formations en pédagogie, et là, on va apprendre certainement des règles de la pédagogie, mais pour des plus grands. En tout cas, beaucoup d'enseignants en maternelle sont un peu démunis, parce que ce qu'ils ont appris à la fac leur sert pas grand-chose. Et puis, bon, là, ils sont avec aussi quand même des habitudes qu'on a à l'école, qui fait que moi aussi, ça me choque, parce qu'à chaque fois que je parle d'un petit enfant, bon, à l'éducation nationale, on va parler d'un élève. Et moi, quand je vois un enfant de 3 ans devant moi, c'est pas un élève. Et là, en effet, d'avoir tout de suite cette représentation, ça veut dire que derrière, on a plein de choses à faire avec cet enfant. Si c'est un élève, on a une liste de choses à lui apprendre. Alors que si on se dit, voilà, ce qui est important, c'est qu'il explore, et puis qu'on va lui donner plein de choses à faire, et c'est lui qui librement fera ce qu'il a envie, bah ça donne une autre perspective. Alors là aussi, bon, bah, pareil, hein, je navigue partout où je peux, j'essaye de raconter plein de choses partout où je peux, et puis bon, bah voilà, on se dit que là, ça bouge un peu, il y a des différentes instances qui commencent à repenser les modes d'accueil. Donc là, je crois que je voulais pas aller trop là-dedans, parce que moi, je déteste me trouver vraiment confrontée à des gens qui font de la politique, et donc d'un seul coup, on se retrouve un peu embarqué là, on veut pas. Bon, mais là, je pense qu'il y a urgence, et je crois que je vais me lancer un peu, quoi. Il y a eu le rapport de l'IGAS. Donc là, j'en ai fait partie, j'ai été vraiment très bien reçue, et on a bien écouté ce que je raconte, et ils ont envie de continuer un peu avec moi, donc je vais essayer de continuer un petit peu à les faire réfléchir sur ce que c'est qu'un tout petit et ses besoins. Parce qu'il faut qu'on commence par savoir ce que sont les besoins d'un enfant pour construire l'école autour, pour construire la crèche autour. Pas l'inverse, c'est pas à l'enfant, sinon on est charpentier, et on le fait rentrer dans le moule. Ça passe ou ça casse. Hein, mais bon, voilà, c'est plein de choses, en effet, c'est la vraie question, c'est celle-là. Moi, je vais juste essayer d'apporter un petit témoignage. J'ai été élevée par une maman puéricultrice qui a été une maman, mais qui a, je pense, un peu mélangé le côté maternel et le côté l'enfant, c'est voilà, un truc qu'on pique, qu'on change. Et, et du coup, maintenant que je suis maman, je suis très sensible à tout ce que vous avez raconté, mais malgré tout, l'héritage que je reçois fait que c'est pas si simple que ça. Donc, c'était juste pour apporter un témoignage entre ce qu'on a envie de faire et puis ce qu'on reçoit en bagage, et le résultat n'est pas toujours ce qu'on a envie. Voilà. Ah oui, mais elle a été votre modèle, hein, et vous reproduisez le modèle. Ça, on s'en sort pas trop, hein, là-dedans, parce que c'est vrai que ça nous marque beaucoup. Mais ce qu'il y a bien, c'est que vous en êtes consciente, et ça va très bien se passer. En fait, trop de soins ne tue pas trop les soins, mais je suis sûre que vous ne faites pas que ça. Bonjour, bonsoir. Moi, je partage totalement tout ce que vous avez pu dire, mais comment réussir à le faire entendre aux grands-parents, au papa, quand il y a tant de différences. Voilà, c'est parfois très compliqué. On peut être avec des conflits de génération. Ah oui. Et ben, malgré tout, même en chuissant, en leur faisant revoir la séance de ce soir, je suis pas sûre que ça bouge, quoi. Donc ça, c'est compliqué. C'est amusant, parce que ça me rappelle qu'il n'y a pas longtemps aussi, où j'avais tout un parterre de jeunes parents et tout. Deux jeunes parents sont venus me voir à la fin en me disant, voilà, on a été inondés de conseils, on nous a dit ce qu'il fallait faire, pas faire et tout. D'un seul coup, on a eu tellement marre, on a dit, on n'écoute plus personne, hein, maintenant vous rentrez chez vous, et on en fait à notre tête. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, trop d'infos, hein, nous noie, et on ne sait plus trop quoi faire. Mais dans une famille, vous empêcherez jamais quelqu'un de vous dire ce qu'il faut faire. Et dans la petite enfance, c'est vraiment un truc qui, moi, m'a tout de suite interpellée, c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Et là, ça s'appelle, j'ai un mot savant pour ça, de l'ultra-crépidarianisme. Ça veut dire que on n'est pas du tout expert, mais on cause quand même. Vous savez, on a eu plein pendant le Covid, ils étaient le soir à la télé. Moi, je ne suis pas du tout expert dans le domaine, mais je pense que, voilà, alors dans le monde de la petite enfance,
on en a plein comme ça. Ils sont simplement parents, ou ils ont peut-être un copain qui est parent, hein, ça suffit des fois pour donner des avis et expliquer comment il faut éduquer des enfants. Donc ça, on n'y échappe pas. Je dirais, tout à l'heure, on a discuté un petit peu aussi du dur métier d'assistante maternelle. Il y en a des assistantes maternelles? Voilà. Ah bah oui. Hein. Dur métier parce que là, il y a le parent qui vous explique la vie, hein, parce que lui, il sait, c'est son premier enfant, mais il a tout compris. Hein. Vous allez lui expliquer certaines choses aussi qu'il n'a pas tout à fait compris, mais il faut y mettre les gants, parce qu'en fin de compte, lui, après, il va vous expliquer que c'est quand même lui qui paye. C'est vraiment compliqué comme tout, hein, de faire passer un petit peu tous ces messages. Alors bon, bah là, beaucoup de choses vont se faire par diplomatie, par répétition, et c'est vrai que quelquefois, bon, on va être obligé d'un petit peu d'avaler son chapeau, hein, et puis de laisser passer. Le tout, c'est que vous soyez vous convaincu par ce que vous faites. En fin de compte, vous avez une ligne de conduite, vous savez que cet enfant, ses besoins vont être vraiment respectés, et que c'est ça qui compte pour vous. Hein, que le plaisir qu'il va avoir à être avec vous, ça va compter aussi. Et en effet, bon, on se trouve confronté à plein de choses. Et je dirais que actuellement, je plains les parents parce qu'il y a trop d'infos et ça les noie complètement. Ils ne savent plus à quel sein se vouer parce qu'en même temps, dans les infos, il y a des choses qui ont l'air bien. On serait tenté de les écouter parce que comme ça, bon, bah, c'est un petit peu satisfaisant. Comme le bouquin que je vous ai dit tout à l'heure, ça a super bien marché. Hein. Les parents étaient contents d'avoir acheté ce bouquin-là. Mais en fin de compte, aller chercher la vraie information là où elle est sérieuse, là où on sait que vraiment c'est du solide, c'est pas toujours évident. Moi, je passe mon temps, par contre, surtout avec les professionnels, à leur donner des listes d'ouvrages qui sont vraiment avec des gens sérieux pour pas qu'ils aillent tomber dans des bouquins qui racontent un peu n'importe quoi. Alors ça, c'est une chose aussi, j'ai eu le grand courage, hein, j'avoue franchement que c'est du courage, de lire tous les bouquins qui sortent sur la petite enfance pour me faire une idée quand même des daubes qu'on peut lire. Hein. Il y a des choses, mais alors c'est vraiment assez révoltant d'ailleurs. Donc je les ai tous, comme ça je les ai bien épluchés pour voir toutes les bêtises qu'on dit, et après c'est essayer de vous donner, quand je vous rencontre aussi, des bonnes lectures, des bonnes informations, des bonnes choses, parce que bon, dans tout ce qu'il y a, vous avez évidemment des fois du mal à faire du tri. Hein. Alors les données scientifiques sont malheureusement pas très vulgarisées, parce que en France, nous n'avons pas tellement la culture de la vulgarisation. On a vraiment la culture de la science fondamentale qui se fait dans des laboratoires avec des grands organismes comme le CNRS, mais on n'a pas du tout l'idée que ça va servir au grand public. Donc ça va rester dans... moi, tous mes articles sont écrits en anglais dans des journaux américains que personne ne lit. Et donc, j'ai écrit plein de choses en anglais, et du coup, ça ne me sert à rien, parce que là, j'aimerais bien peut-être raconter ces choses-là, mais ça, c'est pas du tout sur un modèle qui peut être lisible et intéressant. Donc, évidemment, bon, maintenant, on est assez nombreux quand même dans le domaine à se mettre à apporter. Vous avez quand même pas mal d'auteurs que je dirais de qualité. Il y en a une que j'aime bien, c'est ma petite protégée, je l'aime beaucoup, c'est Héloïse Junier. Si vous lisez pour les parents, elle a fait des trucs très chouettes avec des bandes dessinées et tout. Et bon, là, c'est de l'information scientifique, validée par moi, donc c'est bon. Donc, elle a une façon très drôle de présenter les choses et tout. Je vous conseille vraiment, elle écrit vraiment énormément, donc elle avait déjà fait plein de bouquins. Tout un bouquin sur le sommeil qui est très bien fait. Voilà. Donc, allez chercher de l'info là où c'est solide. Et puis, si vous ne savez pas où chercher, ben, essayez de remonter. Peut-être même vous pouvez remonter jusqu'à moi, puisque je suis toujours joignable sur mon mail. Et puis, il n'y a pas de souci pour pouvoir me demander des fois des conseils de lecture ou savoir si un tel ou un tel est pas mal. Il y a des fois des choses révoltantes, et j'aime bien aussi le dire. Hein, parce que c'est vrai que quand un livre va donner des mauvaises informations, j'en ai eu un dans le collimateur là, hein, donc je me le suis fait celui-là, c'est vraiment, peut-être vous l'avez vu passer, c'est comment répondre aux pleurs des bébés. Donc cette dame s'appelle Priscilla Dunston, et elle était cantatrice, donc ce qui lui donne évidemment toute l'attitude pour parler du bébé. Hein. C'est tout à fait un métier qui nous permet de savoir ce qui se passe dans la tête d'un bébé. Donc elle a entendu avec sa belle oreille musicale les pleurs des bébés, et elle s'est dit, voilà, il pleure pas pareil quand il a faim, quand il a sommeil et tout. Ah, ça c'est un scoop. Personne s'était rendu compte que c'était pas du tout pareil. Tous les parents essayent justement de décoder les sons des pleurs, et quelquefois savent reconnaître si l'enfant a sommeil ou a faim.
on n'arrive pas toujours à 100%, mais enfin, on s'en approche pas mal. Et donc après, elle développe tout un système pour faire évidemment une école de formation fort chère, où elle a formé les parents à décoder les sons pour pouvoir être des bons parents. Et c'est là où vraiment ça me fait toujours mal, quand je vois qu'on va avoir des apprentissages de parents pour qu'ils deviennent des bons parents, c'est-à-dire qu'ils sachent répondre aux enfants le plus vite possible, le mieux possible. Mais c'est pas ça le but, c'est pas que de vous mettre la pression pour vous expliquer que là, en ce moment, vous êtes très mauvais, mais qu'après, grâce à la formation, vous allez devenir très bon. Moi, je pense que ça, c'est plutôt négatif. Et en même temps, on n'a absolument pas du tout d'intérêt à décoder les pleurs des bébés en sachant à coup sûr si c'est à quoi correspondent ces pleurs. Parce que ce qui est important chez le bébé, c'est de vous voir un peu galérer. Parce qu'en fin de compte, lui, il a besoin de voir si vous arrivez à le comprendre. Donc si vous le comprenez du premier coup tout de suite, vous voyez, dans l'échelle tout à l'heure de je fais des paris et j'aime bien les perdre un peu de temps en temps, si c'est à chaque fois que j'appelle, il vient et il trouve la solution, ça n'a plus du tout d'intérêt, parce que justement, la difficulté de la communication, c'est de s'ajuster l'un à l'autre. Le parent va s'ajuster à son enfant et l'enfant va s'ajuster aux parents. Un enfant qui voit que le parent n'a pas bien compris, il en remet une couche. Et là, c'est très bien, parce qu'il s'aperçoit que nous ne sommes pas infaillibles. Et donc, c'est cet accordage, justement, de l'imperfection qui est bien. Et non pas le parent parfait qui réussirait du premier coup. Ça, c'est une illusion, et c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui n'est même pas souhaitable. Donc, elle, on n'y pas. Bonsoir. Moi, j'ai une question un peu plus précise ou de précision que vous pourriez nous apporter au sujet des effets du masque sur le développement langagier, émotionnel, social. Peut-être que voilà, il y a eu des études un peu plus approfondies. Oui. Ben, tout à l'heure j'en parlais, donc le masque a masqué la moitié de notre visage là où il y a la moitié des informations absolument pertinentes pour relier les sons au mouvement des lèvres, et que tout apprentissage de la langue se fait justement par l'auditif et le visuel. On a dit que tout à l'heure, les sens doivent toujours être combinés, et là ces deux sens-là doivent marcher de concert, parce que quand on parle à un enfant, on est devant lui, il voit notre visage, il voit évidemment l'écarquillement de nos yeux si on fait aussi des grimaces et tout, et surtout il voit notre bouche bouger. Là c'est la base de l'apprentissage, et on sait très bien qu'un tout petit va pouvoir vraiment produire des sons parce qu'il a des neurones miroirs, et que ces neurones lui permettent de reproduire ce qu'il a vu. Donc ça c'est essentiel. Donc là on s'est dit, avec ces périodes de Covid, on va avoir certainement des difficultés de langage. Eh bien ça n'a pas raté. Maintenant beaucoup d'études sur le continent entier ont été faites dans plein de pays, et on n'est pas les pires, nous, parce qu'en fin de compte, nos enfants ont été un peu dans différents milieux. Peut-être qu'à la crèche, il y avait des masques, mais à la maison, il n'y en avait pas. Donc, ils ont eu des petites séquences de rattrapage qui n'a pas été aussi dramatique que dans d'autres pays, par exemple, pays asiatiques et tout. Alors là, vraiment, maintenant, il y a énormément d'enfants avec des troubles du langage, des retards de langage. Et en quelle proportion ça a augmenté par rapport à avant le Covid ? Les troubles du langage, par exemple. Ah, je ne peux pas vous dire d'une façon significative, parce que justement, c'est maintenant des troubles qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait corrélé à cette période-là. C'est pas normal d'avoir eu ces troubles-là. Je ne sais pas si c'est en 10% ou 20% de plus, mais en tout cas, suffisamment significatif pour que les études montrent qu'il y avait vraiment des effets. Parce que pendant longtemps, on avait dit, on a fait des études, il n'y a pas d'effet. Mais c'était des études sur des enfants qui n'avaient pas eu le masque quand ils étaient bébés. Quand c'était des enfants, ils étaient déjà avec 3 ans, donc là ils avaient déjà appris. Je vous ai dit, l'apprentissage se fait la première année. Donc c'est pendant la première année que les choses se sont faites ou pas faites, justement. Donc là, c'est... Alors, en effet, nous avons un cerveau plastique, ça se rattrape. Mais ça va se rattraper, bon, en corrigeant un petit peu certaines choses. Là, je sais qu'en France, les orthophonistes sont complètement surbookés. Il n'y a plus de place, parce qu'en fin de compte, il y a pas mal d'enfants qui nécessitent des soins. Vous êtes là-dedans ? Je suis orthophoniste. Voilà. Et vous n'avez plus de place ? Voilà. Merci. Alors, parce que je vous ai déjà entendu cet après-midi, je voudrais... Alors. C'est dommage, mais je voudrais vraiment que vous parliez de la violence chez le petit enfant. Comment vous percevez qu'il a besoin justement de... Il va chercher la violence, voilà. Enfin, la violence, oui, c'est je tape, je mords, je grille. Voilà, oui.
tous ces comportements un peu... Alors, je ne les mets pas ni dans l'agressivité, ni dans la violence, ni quoi que ce soit. Je mets ça dans l'autodéfense. Hein. Donc, l'autodéfense, évidemment, ça prend plein d'heures. Alors, en effet, je vois à quoi vous faites allusion, et je fais juste un petit raccourci, parce que je pense que c'est un sujet, en effet, assez chaud. Hein. Donc, on a un enfant, et c'est surtout quand on est en accueil collectif que les choses se font sentir, ou chez l'assistante maternelle, on a un enfant qui va évidemment nous faire ce qu'on déteste le plus, mordre le petit copain, hein, ou le taper, ou le griffer, ou enfin, évidemment, faire quelque chose qu'on n'approuve pas du tout. Donc évidemment, ça c'est du grand classique. Hein. On sait très bien que à tous les âges, à tous les moments, dans certaines tranches d'âge, on aura ce genre de comportement. Et là, bon, ben, il y a plein de façons d'aborder le sujet. Et la première chose qui va être faite, c'est que notre je dirais, empathie par rapport aux tout petits enfants en prend un coup, parce que là, d'un seul coup, on s'aperçoit que cet enfant-là, qui est un ado d'habitude, peut se transformer en petit tigre. Donc là, bon, est-ce que tout de suite, on va reprendre les choses, parce qu'il faut le ramener quand même dans le droit chemin, hein, et lui expliquer que ça ne se fait pas. Nous sommes vraiment des humains qui doivent absolument cohabiter avec harmonieusement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, il n'y a pas de guerre du tout, tout va bien, on s'entend tous très bien. Hein. Donc, en effet, on va lui montrer que tout ça, vraiment, c'est normal. Et donc que ce comportement-là, on ne le cautionne pas. Mais là, justement, on va commencer d'abord par penser au comportement. Et on est focalisé sur le fait qu'il est mordu. Et que là, comme il a mordu, c'est quand même pas du tout quelque chose qu'on va valoriser. Mais ce qui va être important, c'est pas de penser à la morsure, mais penser à la morsure comme un symptôme de quelque chose d'autre. Et au moment où cet enfant manifeste justement un comportement agonistique par rapport à un autre, vous voyez, j'évite de dire de l'agressivité, parce que c'est déjà une connotation sur l'interprétation qu'on va faire. Donc non, l'enfant va absolument décharger sur l'autre quelque chose, parce que justement c'est un petit mammifère, et que quand il y a quelque chose qui perturbe un petit mammifère, eh bien il a vraiment ces comportements-là, parce que dans son cerveau, il va y avoir une sorte de tempête qui va se faire au moment où il y a eu quelque chose qui l'a perturbé. Alors là, le quelque chose qui l'a perturbé, ça peut être plein de choses, même des choses que nous, on ne verrait pas. Mais il est un être fragile, il ne comprend pas tout, le monde est très complexe, toutes les choses vont très vite, et là, à un moment donné, il y a eu un truc, il n'a pas tout saisi, il est monté dans les tours, son émotion, évidemment, a été absolument énorme, il s'est retrouvé envahi de cortisol, l'hormone du stress, et là, tout plein d'excitation de cette peur qu'il a eue, ou de cette inquiétude qu'il a eue, eh bien, il va évidemment se retrouver avec un choix très difficile à faire. Un petit mammifère comme ça qui est dans le stress, il peut se défendre, il peut attaquer, il peut rester sur place, ou il peut partir à toute vitesse. Il faut qu'il choisisse quelque chose. Le petit humain choisit souvent l'attaque. Parce que là, bon, il y a des congénères autour, et on peut évidemment repousser le danger. Et là, cet enfant qui a été perturbé par quelque chose va peut-être se mettre à décharger sur le petit copain qui passe à côté, et qui n'y arrive absolument pour rien. C'est simplement, il y a eu cette décharge, et là, vraiment, l'enfant a, je dirais, utilisé ce qu'il a trouvé pour ça. Mais on va très vite ne pas rester focalisé sur la morsure elle-même, mais on va très vite essayer de se dire qu'est-ce qui a déclenché la morsure. Donc ça, c'est aussi pour ne jamais être focalisé sur la morsure, pour en parler en disant c'est pas bien, c'est pas gentil, tu te rends compte, il t'a rien fait, enfin toute la leçon de morale qu'on peut faire autour. Ou alors se dire, bon ben, si tu as tapé l'autre, c'est que tu as envie de taper. Donc je vais te donner un ballon, et puis, si tu veux, comme ça, tu peux taper sur le ballon. Non, là, vous êtes en train de soigner le symptôme. Le symptôme, c'est rien par rapport à la cause. Hein, en médecine, quand vous avez un symptôme, le médecin fait plusieurs examens pour voir la cause, et vous donnera des médicaments sur la cause, pas sur le symptôme. Donc, en effet, là, dans tous ces cas-là, de tout petits, qui sont vraiment des êtres vraiment fragiles, et j'insiste là-dessus, hein, parce que le monde est compliqué autour d'eux, a peut-être justement eu une décharge de panique et de stress sur une situation. Donc là, quand on est en individuel, quand on est avec un petit groupe d'enfants et tout, la première chose à faire, c'est d'abord d'apaiser l'enfant et d'apaiser celui qui a été mordu, mais ça je ne le dis même pas parce que c'est évident, hein. Mais celui qui a mordu, puisqu'il est plein de cortisol et que ce cortisol ne s'en va pas tout seul, il va falloir qu'on essaye de l'apaiser avec notre hormone préférée qui est l'ocytocine. Et si vous voulez aider un enfant à chasser le cortisol de son cerveau, il faut lui faire des injections d'ocytocine.
ben, vous faites ça avec vos 2 bras. Hein, vous vous installez à côté de l'enfant, vous le prenez dans les bras, sur les genoux, ou vous vous asseyez à côté de lui, et ça sera suffisant pour qu'il récupère votre ocytocine et que ça fasse baisser son taux de cortisol. Et là, il va commencer à être un petit peu plus détendu. Et là, vous allez commencer à lui parler de ce qui s'est passé, mais en termes plutôt compréhensifs. C'est-à-dire que lui, il a été bouleversé parce qu'il a fait un enfant qui mort, il ne prend aucun plaisir à ça. C'est un moment où il ne va pas bien du tout d'ailleurs. Donc là, on peut lui dire, bon, ben, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas, là, je vois bien que tu t'es mis en colère pour quelque chose, j'aimerais bien t'aider, qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Il ne vous répondra sûrement pas, parce qu'il lui n'en sait rien non plus. Hein. Mais il a compris que vous étiez plutôt dans l'accompagnement et dans l'aide. Et là, ça commence déjà à le rassurer, parce que lui, quand il ne va pas bien, il pense que c'est irréversible, que jamais plus il sera bien. Donc là, vous lui avez déjà montré votre intérêt, mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, il faut essayer de trouver la vraie cause. Alors là, en crèche, nous, on a mis vraiment en place des systèmes d'observation systématiques. Quand un enfant mort, on va systématiquement l'observer pendant 1 semaine pour essayer de préciser les morsures et le contexte dans lequel ils font. Et je peux vous assurer qu'à tous les coups, on trouve une raison qu'on n'avait pas vue avant, mais qui est toujours là. Et la plupart des raisons, c'est le mouvement des adultes, un peu brutaux, d'un seul coup plusieurs adultes se sont levés, ont bougé, ou peut-être le comportement d'un autre enfant qui a perturbé ce que l'enfant faisait. Il y a toujours une raison, et là après, une fois que vous avez compris quel était le contexte qui faisait que l'enfant déchargeait, eh bien, on s'arrangera pour que ça ne se reproduise pas souvent, ou que si ça risque de se produire, qu'on soit à côté pour prévenir. Voilà, un petit peu toute cette démarche sur le comportement tout à fait naturel d'un tout petit mammifère qui se défend dans un monde qui est complexe pour lui, et sans mots, sans paroles, sans véritable compétence pour ça, ben des fois il lui reste que les dents. Hein. Et en effet, c'est un manque de capacité à communiquer, et c'est pas formidable de faire ça, et c'est pas non plus efficace. Et c'est pour ça que très vite, l'enfant passera sur autre chose quand le langage pourra lui permettre d'exprimer les choses autrement. Mais là, souvent, ça va un peu plus vite, et la morsure a été plus vite que le langage. C'était ça? Alors, je dis souvent que la morsure, ce n'est qu'un moment. Et à un moment donné, ça passe, parce que l'enfant trouve d'autres moyens de s'exprimer. Et un jour, on m'a dit, si, il y a un joueur de foot qui continue de mordre, il a été exclu de plusieurs fois du terrain. Donc, il y en a certains qui continuent de mordre. Hein, mais bon, c'était des exceptions quand même. Allez, merci beaucoup.